pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir pour notre conférence Enfants en foyer, enfants oubliés. Je vais commencer par quelques annonces très rapides pour vous rappeler que cette conférence est organisée par l'association Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies et qui vise à promouvoir les valeurs onusiennes au sein de l'université et plus particulièrement par l'antenne UNICEF que nous représentons ce soir, qui est une antenne rattachée au comité de Paris et qui vise à défendre et promouvoir les droits de l'enfant par des actions de terrain comme par des actions de sensibilisation comme on va tenter de le faire ce soir. Une petite annonce rapide, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre page Facebook a quelques problèmes logistiques. Elle n'est plus publiée en public pour une durée indéterminée, mais qu'on espère la plus courte possible. Mais vous pouvez retrouver tous nos événements, nos publications sur notre blog unicef.sorbonneonu.fr. Je vous écrirai tout ça dans le chat après, notamment nos publications habituelles comme nos planches actu hebdomadaires. Je vous prierai tous et toutes de bien vouloir couper vos micros pendant la conférence. Normalement, je peux les couper aussi pour vous, mais si vous pouvez le faire directement, ce serait top. De nos membres noteront au fur et à mesure les questions posées dans le chat et sur les commentaires du live Facebook pour ceux qui nous regardent depuis Facebook. On vous laissera évidemment un temps de parole à la fin. Je cherche qui parle en même temps, je suis désolée. Donc, on vous laissera en même temps un temps de parole à la fin pour poser vos questions directement. Nous tenions enfin tout particulièrement, et je parle ici au nom de toute l'antenne, à vous remercier pour votre venue qui est d'autant plus touchante dans ces conditions. Donc, merci à vous, madame, messieurs, d'avoir bien voulu intervenir pendant cette conférence et à vous tous et toutes qui nous regardez derrière vos écrans. On espère pouvoir vous retrouver le plus vite possible dans les amphithéâtres de la Sorbonne. Donc, je vais maintenant laisser Alban, qui a eu l'idée de cette conférence, vous présenter le sujet et présenter nos intervenants. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Églantine. Merci à vous d'être présents ce jeudi 17 décembre pour cette parenthèse UNICEF. C'est un moment que l'on souhaite enrichissant et éclairant. C'est un sujet encore méconnu par beaucoup, dont l'importance doit mener à la connaissance. Les sacrifiés de la République, clame France 3, enfants abandonnés, dénonce Mediapart. Un scandale français, se demande Sud Radio. Les médias semblent unanimes, ces enfants souffrent. En janvier dernier, un documentaire, Zone interdite, portant sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance, révélait au grand jour les violences quotidiennes subies par les mineurs en foyer d'accueil. Déscolarisation, fugue, violence, drogue ou prostitution, cela semble être la réalité de quelques 300 000 enfants placés à l'ASE. Donc, les foyers représentent-ils une alternative viable pour les enfants placés? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir 3 intervenants. Nous débuterons cette conférence par le témoignage de M. Lies Loufoque, auteur et travailleur social placé dès la naissance à l'aide sociale à l'enfance. Vous avez coécrit l'ouvrage Dans l'enfer des foyers avec Sophie Blandinière et vous êtes également membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Et vous prenez, comme ce soir, régulièrement la parole afin de témoigner et faire évoluer la cause des enfants placés. Vous évoquerez votre expérience d'enfant placé, l'impact de la crise sanitaire sur la situation des enfants placés et puis votre regard sur l'avenir de ces enfants. Ensuite, pour comprendre l'impact d'une telle expérience de vie sur la construction de l'enfant, nous avons le plaisir de recevoir M. Philippe Haïm, anciennement chef de la clinique de la faculté de Nancy. Vous êtes actuellement psychiatre et psychothérapeute à Nancy et Paris, aussi praticien et enseignant en hypnose et thérapie brève à Nancy et Paris. Vous êtes également responsable de la formation au UHTYL, utile, je ne sais comment le prononcer, et engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez publié un ouvrage
Harcèlement scolaire, comment aider nos enfants à s'en sortir, en août 2020. Et enfin, pour clôturer cette conférence, nous avons la chance de recevoir Madame la députée Perrine Goulet pour une réponse politique. Vous êtes actuellement députée de la première circonscription de la Nièvre et membre de la commission des affaires sociales, aujourd'hui rattachée au MoDem. Ancienne enfant placée et engagée en faveur de la protection de l'enfance, vous avez été désignée rapporteur de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance en 2019 et vous êtes également membre de la commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse. Vous évoquerez donc les mesures aujourd'hui effectives quant à la protection des enfants placés, les éventuelles carences juridiques, institutionnelles et les possibles changements. Concernant l'organisation de la conférence, n'hésitez pas à poser au fur et à mesure toutes vos questions, surtout à M. Lies Loufoque qui va partir un peu plus tôt que nos autres intervenants. Et sans plus attendre, commençons. Monsieur Lies Loufoque, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est très important pour moi d'être là aujourd'hui parce que d'une part, de pouvoir exprimer ces problématiques que peuvent rencontrer les enfants placés devant autant de jeunes, c'est une chance. Et puis faire en sorte, surtout, j'espère qu'après ma prise de parole, certaines d'entre vous viennent nous soutenir dans notre combat parce que c'est un des constats que moi je peux faire en cette fin d'année. On est encore bien trop peu à parler, à militer, à s'activer pour la protection des enfants en France, que ce soit des enfants au sein de leur famille qui sont victimes de violences ou tout simplement des enfants placés. C'est vrai qu'on parle beaucoup de violences faites aux enfants, on en parle plus depuis le premier confinement. Et moi, je suis assez frappé, voire sidéré, qu'on ne se questionne pas sur le devenir de ces enfants une fois qu'ils sont rentrés dans notre système de protection de l'enfance et notamment à l'aide sociale à l'enfance. Et mon témoignage, évidemment, va apporter un éclairage sur ce qu'on peut être amené à subir, malheureusement. Il y a aussi des expériences positives, mais il y a aussi énormément de dysfonctionnements. En 20 minutes, je ne vais pas pouvoir résumer 18 années de placement, donc je vais essayer de le faire de façon assez chronologique et de pas trop vous ennuyer, mais être un enfant placé, c'est vrai que c'est difficile de le résumer en peu de temps, surtout quand on a des parcours qui sont jalonnés de beaucoup de ruptures. Alors moi, j'ai été placé à la naissance parce que ma mère biologique est atteinte d'une pathologie mentale. Elle a toujours été reconnue incapable de s'occuper de moi. Et j'ai été en pouponnière jusqu'à l'âge de 18 mois et j'ai atterri dans une première famille d'accueil jusqu'à l'âge de 4 ans. Pourquoi jusqu'à l'âge de 4 ans? Parce que malgré le fait que cette famille d'accueil m'a apporté énormément d'amour et que je la reconnaissais comme étant une mère pour moi, elle a décidé de déménager dans le sud de la France pour des raisons professionnelles et aussi personnelles. Et elle avait fait à cette époque la demande à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, puisque moi je suis un enfant placé des Yvelines, de maintenir le placement chez elle, mais dans le sud. Et ça lui a été refusé parce que ma mère biologique habitant en région parisienne, l'aide sociale à l'enfance à cette époque avait estimé qu'il fallait que je reste proche de son lieu d'habitation. C'est une aberration, puisque c'était une personne que j'aimais beaucoup et chez qui j'aurais pu rester peut-être jusqu'à ma majorité et au-delà. Donc les choses ne se sont pas passées de cette façon-là et je le regrette. Et ce qui a justifié aussi malheureusement cette décision, c'est que malgré la pathologie de ma mère, elle a toujours conservé l'autorité parentale. Et ça, c'est une des problématiques que beaucoup d'enfants placés rencontrent aujourd'hui. C'est un manque de clarté sur leur statut juridique. Et ce manque de clarté, malheureusement, entraîne très souvent des instabilités dans les parcours et souvent au nom des liens sacrés, en tout cas des liens du sang qu'on sacralise encore beaucoup trop en France à nous. Et on a refusé de lui retirer cette autorité parentale-là pour me permettre d'être adopté. Donc j'ai atterri dans une deuxième famille d'accueil chez qui j'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans à vivre des violences pour la première fois de ma vie.
C'était une famille d'accueil qui n'était quasiment jamais contrôlée. J'y suis resté 2 ans et ça tombait au moment où mon éducatrice, qui était référente de moi, avait eu une maladie assez grave et ça a nécessité un arrêt maladie pendant 2 années. Donc, elle avait donné mon dossier à une de ses collègues, mais qui était déjà assez surchargée et son poste n'avait pas été remplacé. Donc, pendant 2 ans, l'aide sociale à l'enfance n'a pas forcément posé de regard particulier sur ma situation. Et pourtant, ça aurait été extrêmement nécessaire puisque les violences que je subissais dans cette famille d'accueil étaient extrêmement graves. Je me souviendrai toujours du premier jour où je suis arrivé chez elle, même si j'étais petit. Ça m'avait tellement traumatisé que je m'en souviens encore aujourd'hui. Elle m'avait présenté ses enfants à elle, donc ses enfants biologiques. Et je me souviens qu'ils avaient pissé dans un seau et il y avait une espèce de bizutage dès le premier jour où il a fallu que je mette mes pieds dans le seau plein de pisse, etc. Et avant de rentrer dans la chambre, enfin dans la pièce qui allait me servir de chambre, où pendant 2 ans d'ailleurs, je n'ai fait que dormir sur un morceau de polystyrène. Donc non, ça ne se passe pas que dans les films, ça se passe aussi dans la vraie vie et ça continue de se passer aujourd'hui. Quand mon éducatrice est revenue d'arrêt maladie, elle a tout de suite cherché à reprendre de mes nouvelles. Donc elle est venue au domicile de la famille d'accueil, elle a constaté les violences que je subissais et m'en a tout de suite extraite. Et j'ai atterri dans une 3e famille d'accueil. 3e famille d'accueil chez qui ça a été très compliqué de créer un lien parce que j'étais déjà un enfant traumatisé par ce que j'avais subi. Et j'exprimais mes traumatismes par de la colère, beaucoup, de l'agressivité aussi. Et je pense qu'elle n'était pas suffisamment armée pour pouvoir y faire face. Et donc, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu chez cette famille qui a essayé de faire du mieux qu'elle a pu, mais qui malheureusement n'a pas forcément su bien faire tout le temps. Et donc, j'ai été pendant longtemps, vers l'âge de 8 ans, un enfant qui se mettait beaucoup en danger puisque je fuguais énormément. Je partais pendant plusieurs jours, je dormais dans des bois, je prenais mon vélo, voilà, et je revenais des jours plus tard. Et cette mise en danger-là, évidemment, a fait que je n'ai pas pu rester chez elle. Donc, j'ai atterri dans un foyer. Et là, j'ai découvert une autre forme de maltraitance. C'est la maltraitance, la violence entre enfants. La première nuit où je suis arrivé dans ce foyer, donc c'est un foyer qui a accueilli une quarantaine d'enfants de 3 à 18 ans. Il y avait un rituel, c'est un bizutage plus qu'un rituel d'ailleurs. Dès la première nuit, c'est on te pisse dessus. Donc moi, on m'avait la première nuit pissé dessus et donc ça m'a tout de suite mis au parfum de là où j'avais mis les pieds. Et par la suite, malheureusement, pendant 1 an, j'ai été victime de violences sexuelles d'un jeune qui était plus âgé que moi, qui avait 17 ans. Et ça, c'est des faits qui se produisaient malheureusement régulièrement, hein, pas que j'en ai pas été la seule victime malheureusement, d'autres aussi. Et quand ces faits étaient dénoncés, il y avait une forme de quasi-impunité, d'omerta. Moi, j'avais surpris un week-end un enfant handicapé de 5 ans être victime de viol par un jeune plus âgé aussi. Je l'avais tout de suite emmené voir l'éducateur dans la cuisine en lui disant de raconter ce qu'il s'était passé. Et je me souviendrai toujours de cette phrase, le gamin avait dit à l'éduc « Anthony m'a mis zizi dans les fesses ». Et il faut savoir que ce fameux Anthony, donc, qui a agressé ce petit enfant, est resté dans la même structure que sa victime pendant des mois et des mois avant qu'on l'en extrait. Et j'ai aussi vu des copines être victimes de viol par d'autres enfants. Par exemple, plusieurs d'entre elles allaient pratiquer des fellations contre des cigarettes. C'était vu et c'était su de tous. Mais c'était il y avait un laisser-faire total et une forme d'abandon. Et j'y ai vu la violence des éducateurs, une violence que je ne connaissais pas jusqu'à présent et qui m'a profondément traumatisé. Je me souviens que quand on fuguait ou quand on faisait trop de bruit dans les couloirs, quand on rentrait plus tard de l'école, parce que l'école et le trajet de l'école, c'était un moment de liberté profond pour nous. Quand on rentrait plus tard, il y avait cette punition qui était un châtiment, hein, mais qui était institutionnalisée. C'était la punition de la chaise. Donc on nous faisait nous asseoir contre le mur, mais sans chaise, avec un dictionnaire sur la tête, une balle de ping-pong, et l'éducateur qui nous punissait passait avec une clé en fer, nous cognait dans le genou. Si la balle de ping-pong tombait, on était balayé puis frappé. Et toutes ces violences-là, elles ont conduit au suicide d'une de mes amies, Cindy, qu'on a retrouvée pendue au barreau de son lit.
moi, j'ai commencé à me rebeller à ce moment-là parce que j'ai compris que ne rien dire, ne rien faire et subir perpétuellement, ce n'était plus possible parce que j'allais être le prochain sinon. Et donc, j'ai commencé à me rebeller, j'ai commencé à frapper à mon tour, j'ai commencé aussi à fuguer beaucoup. Et un matin, une de mes éducatrices référentes au foyer est venue me voir et m'a dit qu'à 9 heures, une éduque de l'ASE venait me chercher pour m'emmener dans un foyer de rupture. Alors, j'y suis resté dans ce foyer de rupture. Donc, c'était un foyer de rupture, c'est un foyer, moi, tel que ça m'a été présenté à l'époque, c'était un lieu pour permettre aux enfants placés, dits incasables, turbulents, agressifs, etc., de se poser quelque part, de réfléchir sur ce qui les a conduits là, d'une part, et puis d'autre part, sur ce qu'ils souhaitaient pour leur avenir. T'as dit quoi, Mokil, toi moi, je crois qu'avec le dernier, je suis à 3. Hein. Ah non, maintenant, je suis à 2, en fait. La personne qui vient de parler, si vous pouviez juste couper votre micro, s'il vous plaît. Et donc, j'y suis resté. Donc, c'était une ferme dans le Calvados. Et le deal, c'était en gros. Donc, j'étais déscolarisé parce que moi, j'ai été déscolarisé en 5e, parce que j'avais été exclu de beaucoup de collèges quand j'étais en foyer. Après, il faut savoir qu'on nous mettait quasiment tous dans les mêmes collèges. Donc, c'est vrai qu'on était assez étiquetés quand on arrivait à l'école. J'avais eu un prof de français le jour de ma rentrée des classes en 6e qui m'avait demandé et toi, l'IS, qu'est-ce que tu as fait pour être à la Tournelle? Comme si finalement on avait été amené à commettre des actes de délinquance et c'est ce qui justifiait notre placement. Et ça, c'est une amalgame qui existe encore beaucoup aujourd'hui. Cette amalgame entre délinquance et enfants placés, elle est d'ailleurs assez intolérable parce que si on est placé, c'est bien parce qu'on était en danger et ce n'est pas parce qu'on a été amené à faire des conneries, entre guillemets. Et à l'école, il y a une méconnaissance totale, je trouve, de ce qu'est un enfant placé. Et ce qui est évolué, de ce qu'est être un enfant placé aussi au sein de ce système actuel qu'est l'aide sociale à l'enfance. Donc j'arrive dans cette ferme, j'y reste 2 ans. Le deal, c'était tu travailles, donc tu vas plus à l'école, mais du coup tu travailles dans la ferme, etc. Moi, ça me plaisait pas du tout parce qu'un foyer de rupture, on est très isolé, on n'a pas le droit de téléphoner, on n'a pas le droit de sortir, etc. Donc c'est un peu, moi j'appelais ça l'Alcatraz des gamins. Et donc, j'y suis resté 2 ans et j'ai négocié avec lui de pouvoir à un moment donné passer un coup de fil, puisque dans la chambre où je dormais, il n'y avait pas de drap. Donc, j'ai été obligé d'appeler la sœur de ma première famille d'accueil pour qu'elle m'en envoie par la poste. Et donc, les 2 premières semaines, j'ai essayé de faire ce qu'il me demandait. Après, j'ai craqué, j'en pouvais plus. C'était pas du tout adapté pour moi et cet isolement me rendait complètement cinglé. Et je me suis rendu compte surtout qu'il écoutait mes conversations téléphoniques. Donc, un jour, quand je me suis rendu compte qu'il écoutait mes conversations téléphoniques, j'ai pris un couteau et je l'ai menacé de le tuer. Donc, je suis parti le lendemain et j'ai été dans un foyer de rupture à Versailles. Je vais passer très vite là-dessus parce que j'y suis vraiment pas resté longtemps. Et quand mon éducatrice est revenue me chercher de ce foyer d'urgence, elle m'a dit que j'allais aller dans le sud de la France. Donc là, évidemment, je pète un câble parce que pour moi, j'aurais peut-être pu y aller avant et notamment avec ma première famille d'accueil. Et elle me dit, je vais aller dans un foyer avec un cadre beaucoup plus strict, une espèce de centre éducatif renforcé, mais qu'en attendant, j'allais aller dans une famille d'accueil pendant 2 semaines. Et donc, j'arrive dans cette famille d'accueil. Et quand l'éducatrice part, donc elle me dépose comme un paquet, elle reste pas longtemps. Et quand elle me dépose et qu'elle part, du coup, ma famille d'accueil me fait, je me souviens toujours de ça parce que ça a été pour moi une nouvelle page dans ma vie. Ma famille d'accueil m'a fait asseoir sur son canapé et ça a été la première personne adulte qui m'a demandé pourquoi j'étais là. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a posé cette question. Elle m'a demandé pourquoi j'étais là. Et là, je lui ai lâché tout ce par quoi j'étais passé, surtout ce que j'avais pu comprendre aussi de tout ça, de mon placement. Et elle a eu une posture qui m'a beaucoup fait du bien. Elle m'a dit que je n'étais pas le seul, d'une part. Et j'ai déculpabilisé parce que quand on baigne dans la violence, dans des environnements violents comme cela, c'est vrai que pour se protéger, on a tendance à banaliser derrière, énormément. Et elle, ça a été la première, justement, à me dire que non, ce n'était pas normal, que non, ce que j'avais vécu était intolérable, que je n'étais pas le seul. Et c'est là que j'ai pris conscience que, oui, en effet, je n'étais pas le seul, et je le savais, puisque je vivais avec des enfants placés, et j'ai vécu avec des enfants placés toute mon enfance, et je les voyais être victimes des mêmes violences que moi. Mais quand on est dedans, on ne s'en rend même plus compte. Et le fait d'avoir eu cette discussion-là avec elle, donc elle m'a quand même fixé 2 règles. Hein. Le premier jour, elle m'a dit, ici, il y a 2 règles, c'est tu rentres avant 22 heures, je crois, et tu ne me ramènes pas à la police. Voilà.
Et en fait, pendant 2 semaines, je ne suis même pas sorti de chez elle. J'ai adoré passer ce temps-là avec elle. Elle me racontait beaucoup d'anecdotes sur les enfants qui ont été placés chez elle. Et quand mon éducatrice revient au bout de 2 semaines pour m'emmener dans le sud, elle s'est interposée. Elle lui a dit qu'elle préférait que je reste ici, qu'il y avait une chambre pour moi, que ça ne lui posait aucun problème de m'accueillir et qu'elle le voulait. Donc mon éducatrice était quand même assez gênée du coup, et elle appelle son chef. Et je m'en souviendrai toujours, son chef lui a dit ah, écoute Laure, pour une fois que quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. Donc j'y suis resté, j'ai eu beaucoup de chance. Et elle m'a mis des gros coups de pied au cul pour reprendre une formation, des études. Donc j'ai commencé par faire un CAP dans la restauration, puisque depuis que je suis tout petit, je grandis avec cette idée qu'à 18 ans, je vais être SDF. Moi, quand j'avais des mauvaises notes à l'école, j'avais des éducateurs qui me disaient « si tu continues comme ça, tu vas finir SDF ». Et en même temps, c'est une triste réalité, puisque dans notre pays, une personne sans domicile fixe sur 4 est un ancien enfant placé. Et dans la population des jeunes sans domicile fixe, donc de 18 à 25 ans, c'est quasiment 1 sur 2, presque 1 sur 2. Donc c'est massif, c'est énorme. On est en surreprésentation dans la rue aujourd'hui. Et donc, c'était une possibilité pour moi. Et donc, j'ai choisi des études très courtes pour pouvoir avoir un minimum de sécurité quand j'allais être adulte, en tout cas légalement adulte. Et donc, j'ai choisi de faire de la cuisine. Et puis après, ça m'a un peu saoulé, donc j'ai fait de la vente. Et à 18 ans, j'ai réussi à prendre mon appartement à Paris et j'ai repris mes études bien plus tard. Donc, j'ai passé une équivalence du bac avec la DRJ-SCS et j'ai pu après rentrer en école d'éduc. Voilà. Mon parcours résumé est celui-ci. Merci beaucoup, Lies Fogg, pour ce témoignage qui ne laisse pas indifférent. Et à vous entendre, ça ne doit pas non plus laisser l'enfant que vous étiez indifférent. Et beaucoup d'enfants encore sont placés et vivent ces violences. En tout cas, à la lecture de votre livre, en plus, c'est ce que j'ai vraiment perçu, c'était cette solitude qui vous a habité longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, vous unissez vos voix parce que vous êtes plusieurs à parler sur ce sujet. Ça a été très difficile, il a fallu attendre, quand même le repréciser, mais il a fallu attendre 2014 pour qu'on parle de nous. Il a fallu qu'on jette ce pavé dans la mare. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je constate malheureusement, et c'était l'objet c'est l'objet de mon militantisme, c'est de libérer la parole des enfants placés, parce que je sais ce que ça fait et ce vers quoi ça nous conduit que de vivre dans une forme de silence, d'omerta sur les violences que l'on a subies. On se construit adulte de manière bancale, moi le premier, hein, j'ai encore des séquelles de mon placement dans ma vie d'adulte aujourd'hui, et de pouvoir dire, regardez, n'ayez plus honte, parler, témoigner, c'est politique de témoigner dans l'espace public et médiatique de son histoire d'enfant placé et de raconter ses blessures et ses carences. Eh bien, ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais aujourd'hui, je crois qu'on y est enfin. Mais le vrai enjeu pour moi aujourd'hui, ce n'est plus tant de libérer la parole parce que les enfants placés l'apprennent, enfin, ça y est. Maintenant, l'enjeu, c'est surtout que les pouvoirs publics nous entendent, nous écoutent. On se bat, on ne fait pas que raconter nos histoires, hein. On est présent dans les différents conseils nationaux, on est différent aussi sur le terrain. Là, on vit une pandémie mondiale qui est dramatique pour les enfants placés et qui vient nous rappeler à une forme de fatalité qu'est notre abandon. C'est d'ailleurs l'abandon même des départements, hein, parce qu'il faut le dire, l'aide sociale à l'enfance, c'est une politique publique qui est aujourd'hui non pas gérée par l'État au sens large, c'est-à-dire au niveau national, c'est une politique publique qui est gérée par des départements, donc il y en a 101. C'est comme si vous avez 101 programmes scolaires différents. On est quand même dans ce merdier-là actuellement. Et on le voit, malgré la pandémie mondiale, on n'est toujours pas aidé. Il y a des enfants placés, même avant leur majorité, qui continuent d'être jetés à la rue à l'âge de 18 ans, alors que c'est une aberration humaine et économique. On a des enfants placés, la dernière en date, c'est une gamine autiste de 8 ans qui était seule dans un hôtel. Maintenant, on ne met même plus les gamins dans des foyers ou dans des familles d'accueil, on les met à l'hôtel, donc ça se dégrade fortement. Perrine, tu le sais, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, mais c'est vrai qu'il va falloir passer la seconde, il va falloir faire voter des lois au Parlement, des lois qui interdisent aux départements de jeter les enfants placés à la rue, des lois qui encadrent
mieux l'aide sociale à l'enfance et qui crée de nouvelles normes. Par exemple, la base d'avoir des professionnels formés et diplômés à notre contact, ce qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, hein, il faut le savoir. Hein. Si demain, l'un de vous veut aller travailler en foyer de l'enfance alors qu'il n'aura aucune expérience dans le social, et ben, les portes lui seront grandes ouvertes, ce qui est un scandale parce que quand vous allez chez le médecin, vous vous attendez à avoir un professionnel formé et diplômé en face de vous. Ben, nous, les enfants placés, c'est pareil. Il faut interdire les prises en charge hôtelières parce qu'on sait que ça conduit à des drames, qu'il y a des gamines qui se prostituent dans ces lieux-là, des lieux qui sont financés par l'ASE, par la puissance publique. On a des gamins qui se suicident à l'intérieur et en début d'année, un enfant qui a été assassiné. Donc cette réalité est de plus en plus grave. Mais je voulais quand même dire tout à l'heure, en écho avec l'introduction, ce n'est pas une problématique franco-française. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune fatalité à ce que nous traversons en ce moment. Les choses peuvent évoluer et s'améliorer à condition qu'on ouvre les yeux. Au Chili, la situation est la même que chez nous. Au Canada, ils ont réussi à mettre en place ce qu'on appelle la commission Laurent, qui est une commission qui a été créée à l'initiative du gouvernement pour recueillir la parole des enfants placés. Ça va déboucher probablement sur une reconnaissance de leur statut de victime et une réparation de l'état des violences qu'ils ont subies. La Suisse, avant nous, a eu cette démarche-là avec un vote au Parlement suisse d'un fonds pour les enfants placés victimes en guise de réparation du préjudice subi à plusieurs dizaines de millions de francs suisses. Le Danemark, par la voix de sa première ministre, il y a 2 ans, s'était aussi excusé auprès des enfants placés danois pour les violences qu'ils ont été amenés à subir. En fait, juste à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux en France. Voilà, ouvrons les yeux en France et je compte sur toi, Perrine, pour bouger tes collègues là-dessus. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre second intervenant, Monsieur Philippe Haïm, qui va peut-être plus nous raconter l'impact psychologique d'un tel parcours sur la construction de l'enfant et aussi de l'adulte qu'il sera. Voilà, Philippe Haïm, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très content de parler aux côtés de l'IS Loufoque. C'est très dur de parler après un témoignage comme ça. Hein, vraiment, c'est bouleversant. Et l'IS Loufoque, j'en ai entendu parler par les réseaux sociaux il y a un certain temps déjà, quand il a commencé à témoigner et à écrire son livre. Et depuis, je suis un de ses followers attentifs depuis un bon moment sur Twitter, etc. Et donc, je m'intéresse à ce qu'il fait. Et je suis vraiment content d'être invité au même endroit et je suis ravi qu'on ait aussi une députée avec nous pour discuter de tout ça. Alors, il est vrai que vous m'avez gentiment invité aussi en me demandant d'aborder l'angle du harcèlement. Alors, on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais je vais en parler un peu parce qu'effectivement, c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment, le harcèlement scolaire et donc la violence entre enfants et le crescendo de la violence entre enfants. Mais je ne vais pas commencer par ça, je vais le faire un peu en 2 parties. Vous m'avez demandé de parler un peu des conséquences psychologiques. Et puis dans un deuxième temps, j'aborderai plutôt le sujet du harcèlement qui est en lien sans être exactement identique. C'est pas possible de décrire l'ensemble des conséquences psychologiques. Il faudrait dire beaucoup de choses sur la notion de psychotraumatisme et de construction relationnelle de l'enfant. Et pour se donner juste 2-3 idées, puisqu'on a peu de temps, par exemple, c'est vrai qu'il y a une notion qui me paraît très intéressante à connaître, rien que le fait de la connaître nous ouvre les yeux sur certaines choses, c'est la notion de ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Je sais que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais c'est quelque chose d'important. Donc pour les gens qui ne connaissent pas cette notion, c'est vrai que c'est une notion qui a été énoncée par un psychologue qui s'appelle Seligman, qui avait fait des expériences comme ça sur ce qu'il appelait learned helplessness, donc l'impuissance apprise. Il avait en gros fait des expériences comme ça sur les animaux, ces pauvres animaux de laboratoire, hein, qu'est-ce qu'on les embête. Il avait mis un groupe de chiens dans une cage dans laquelle il y avait des chocs électriques et ils recevaient des chocs électriques de façon aléatoire et sauf qu'ils avaient une pédale que quand ils appuyaient sur cette pédale, ça arrêtait les chocs électriques. Et il avait mis un autre groupe de chiens dans une cage où il y avait des chocs électriques de façon complètement aléatoire, sans possibilité d'arrêter les chocs électriques. Et ensuite, quand on mélangeait ces 2 groupes de chiens et qu'on les mettait dans une cage électrifiée, ceux qui avaient été dans le premier type de cage cherchaient des solutions. Ils cherchaient comment arrêter ces chocs électriques, ils faisaient quelque chose. Alors que ceux qui avaient subi des chocs électriques sans aucune possibilité de s'en sortir ne cherchaient plus rien à faire. Ils se laissaient subir en fait la violence qu'ils subissaient. Il y a d'autres expériences évidemment qui ont été faites.
Vous pouvez trouver sur YouTube une expérience assez édifiante. On peut induire ça en 5 minutes chez quelqu'un. C'est une enseignante qui donne des feuilles à l'envers à tous ses élèves dans une classe, puis qui leur dit de retourner la feuille et qui leur dit, vous allez faire le test qu'il y a dessus. Il est extrêmement simple, extrêmement facile. Il y a 3 mots, il faut trouver l'anagramme de ces 3 mots. Trouvez l'anagramme du premier mot. Qui a trouvé? La moitié de la classe lève la main, pas l'autre moitié. Bon, continuez, c'est très facile. Deuxième mot, qui a trouvé l'anagramme du deuxième mot? La moitié de la classe lève la main, l'autre partie ne lève pas la main. Et enfin, troisième mot, qui a trouvé l'anagramme du troisième mot? Pareil, la première moitié lève la main, pas la deuxième. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque moitié de classe n'a pas eu les mêmes mots. Les 2 premiers mots étaient très faciles d'un côté et impossibles à résoudre de l'autre. Et le troisième mot était identique. Donc les gens qui avaient eu une expérience de trouver 2 fois facilement ont trouvé le troisième mot très facilement. Et les gens qui ont eu une expérience de rater 2 fois, d'échouer 2 fois, la troisième fois, ils ne trouvent pas, alors que c'est le même anagramme. J'espère que j'ai été à peu près clair dans ma description. Ce que je veux dire, c'est que apprendre des expériences répétitives d'échecs, des expériences où on n'a pas de porte de sortie, ça a une vraie influence sur la psychologie de la personne. Et quand on demande même à ses étudiants comme ça en 5 minutes, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu d'autres s'en sortir et que toi, tu t'en sortais pas? Eh bien, je me suis dit que j'étais nul. Je me suis dit que le problème, c'était moi. Et ensuite, quand tu es arrivé au troisième mot, j'avais perdu toute confiance. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Donc, je vous donne cet exemple pour dire que quand on entend les histoires de vie un peu cabossées, comme on entend chez des enfants qui ont été placés en foyer ou ailleurs, on entend des histoires d'impuissance apprise. On entend des histoires dans lesquelles il n'y a pas de solution. On entend des histoires dans lesquelles il y a, par exemple, une espèce de bizutage, il y a un truc où il faut y passer, il n'y a pas possibilité d'échapper. Plus on vit d'expériences où il n'y a pas de porte de sortie, pas de possibilité d'échapper, et notamment pas de possibilité d'y échapper par ses propres ressources. Et ça, j'y reviendrai par rapport au harcèlement, puisque finalement, la seule porte de sortie qu'on nous laisse, c'est d'en parler à d'autres personnes qui sont censées mener nos batailles à notre place et qui ne vont même pas les mener finalement, puisque ça va échouer. Soit la sanction va pas, la sanction de la personne qui nous a fait du mal ne va pas amener à ce qu'il arrête, soit carrément, il n'y aura pas de sanction, il y aura du silence par rapport à ça. Et donc ça fait des expériences d'impuissance apprise. Autre chose qui peut être compliquée dans la construction de l'être humain par rapport au relationnel, c'est que l'enfant, petit à petit, va vivre dans sa tête une sorte d'opposition entre la relation et l'autonomie. Donc, je m'explique. C'est une idée qui a beaucoup agité les thérapeutes pendant la première moitié du XXe siècle. C'était l'idée que si on fait une thérapie avec quelqu'un en lui disant quoi faire, et vraiment, à une époque, la thérapie consistait à dire aux gens ce qu'il fallait qu'ils fassent. Si on leur dit quoi faire, ils vont peut-être aller mieux, ils vont peut-être faire quelque chose qui change, mais en même temps, ils ne seront pas autonomes, ils ne l'auront pas fait par eux-mêmes, ils l'auront fait parce qu'on leur aura dit. Et d'ailleurs, s'ils ne veulent pas faire ce qu'on leur conseille, eh ben, c'est raté. Soit ils nous écoutent, entre guillemets, ils nous obéissent, mais ils ne sont pas libres. Soit, entre guillemets, ils ne nous obéissent pas, ils ne font pas ce qu'on leur dit. Bon, ils sont peut-être libres, mais il n'y a plus de relation. Alors, il y a des gens qui ont essayé de résoudre cette problématique-là en psy, alors notamment, entre autres, les psychanalystes ou d'autres, en essayant de dire qu'il faut être neutre, il faut très peu intervenir, il faut laisser le patient complètement libre. Mais du coup, la relation s'éloigne. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que on grandit avec cette idée, quand on est dans des relations comme ça, que la relation ne nous laisse pas d'autonomie, que la relation est maltraitante. Si je suis en relation avec quelqu'un, c'est dangereux. Alors je cherche à m'extraire de la relation pour m'affirmer, pour dire qui je suis, mais quand je m'extrais de la relation, on me le fait payer, et donc je suis seul. Donc si vous voulez, une relation dans laquelle il n'y a pas d'autonomie, une relation dans laquelle je suis en relation et ça me coupe toute autonomie, je suis avalé par la relation, je suis obligé de me soumettre à la relation. Une relation sans autonomie, en gros, ça amène à la maltraitance, parce que je n'existe pas en tant que personne. Mais une autonomie sans relation, c'est le sentiment d'abandon. Et les relations sécures, qu'ont décrit les attachmentistes, c'est des relations équilibrées entre autonomie et relation. C'est des relations dans lesquelles la relation humaine avec l'enfant mène à l'autonomie. Pour donner un exemple, c'est comme si je tiens la main d'un enfant pour lui dire de marcher, et je lui dis, vas-y, tu peux y aller, tu peux marcher, je ne suis pas loin, si jamais tu tombes. Et il va se permettre de lâcher la main, il va même se permettre de tomber de temps en temps, parce qu'il sait que je suis là. Donc, parce que la relation est là, l'autonomie est possible. Vous voyez, il y a les deux en même temps. Mais s'il y a une opposition entre autonomie et relation, je suis partagé. Soit je suis en relation
mais je souffre parce que j'existe plus. Soit je suis dans l'autonomie, mais je suis seul. Il y a un moment très touchant de l'histoire de l'IS qui est effectivement cette personne qui le regarde dans les yeux et qui lui dit « Pourquoi tu es là? Qui tu es en fait? D'où tu viens ?» Et à ce moment-là, elle lui montre qu'elle est en relation, qu'il n'est pas seul, et que dans cette relation, il y a une notion d'autonomie. Dans cette relation, il a une marge de liberté. Dans cette relation, il a le droit d'exprimer quelque chose qui est vraiment lui, même si ce n'est pas ce qui est attendu. Il a le droit d'exprimer qui il est, et ça ne mettra pas en danger la relation. Les relations de maltraitance, c'est un peu, si je m'exprime, si je dis quelque chose, oulala, on risque de me frapper. Et donc, le pire dans cette affaire, je crois que nous sommes biologiquement des êtres relationnels, et on est tellement des êtres relationnels que les gens qui vivent avec cette sensation-là que soit on est dans la relation sans autonomie, donc maltraité, soit abandonné, soit maltraité, soit abandonné. Hélas, il y a beaucoup de gens qui... on est tellement relationnel qu'on préfère être en relation. Et il y a des gens qui préféreraient presque être maltraités qu'être complètement abandonnés. Et c'est assez terrible à dire, mais moi j'ai entendu des témoignages de gens qui ont vécu la torture, par exemple, qui ont été pris en otage et qui ont vécu la torture, et qui vous disent qu'ils étaient enfermés dans une salle de 4 mètres carrés, et qu'il y avait des séances de torture régulièrement, et qu'au bout d'un moment, quand ça dure des mois et des mois et des mois, ils disent un truc qui nous paraît fou, qui nous paraît incompréhensible, mais ils disent « j'attendais presque les séances de torture, parce que c'était un moment où je voyais un autre être humain ». C'est terrible à entendre, mais je vous assure qu'on peut l'entendre, et vous pouvez même lire des témoignages là-dessus. C'est-à-dire qu'on est tellement relationnel que des fois on se retrouve dans des relations maltraitantes plutôt que se sentir complètement abandonné. Toujours est-il qu'il y a cette possibilité de construction avec une sensation pas consciente. Dans la réflexion, si vous voulez, dans le mental, la personne peut dire oui, il y a pas, bien sûr qu'on peut être dans une relation et en même temps autonome. Il peut le comprendre à ce niveau-là, au niveau de la tête. Mais dans le ressenti, il a l'impression que dans la relation, il perd son autonomie et il risque la maltraitance, et que s'affirmer, dire qui on est, c'est risquer l'abandon. Et se construire avec une opposition entre relation et autonomie, ça peut être très difficile pour gérer nos relations après. C'est ça qui fait que des fois, il y en a qui ont des relations très extrêmes. Ils surinvestissent très fortement une relation, ou alors ils sont déçus très fortement d'un coup par une relation. Il y a des choses un petit peu extrêmes parce que c'est difficile de trouver cette espèce d'équilibre entre relation et autonomie. Dans les relations équilibrées, je pourrais m'affirmer, je pourrais dire qui je suis, je pourrais être en désaccord avec quelqu'un sans avoir peur que dès que je suis en désaccord, il va me quitter. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Et dans le meilleur des cas, quand les gens s'en sont sortis, notamment avec la question des thérapies ou quoi, c'est qu'ils ont trouvé auprès d'un thérapeute quelqu'un auprès de qui ils pouvaient exprimer pleinement qui ils sont, sans pour autant un risque de tout le temps décevoir ou être maltraité en retour. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'exemple que je voulais donner sur les conséquences psychologiques. Pour parler je vais parler forcément de maltraitance moins forte si je parle du harcèlement. Pourquoi? Parce que pour ma part, j'estime qu'il y a une vraie différence, et on ne nous l'enseigne pas assez, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez le distinguo entre ce qui relève de ces maltraitances, j'ai envie de dire, je sais que ce n'est pas un mot ultra précis, mais des maltraitances, j'ai envie presque de dire objective, c'est-à-dire où il se passe un acte concret, une blessure, un acte sexuel, un acte de maltraitance physique, quelque chose qui laisse une trace et qui est quelque chose d'objectif. Si j'étais là, je le verrais. La blessure est objective, si vous voulez. Et les actes, avec beaucoup de guillemets, subjectifs, qui entraînent une blessure à l'intérieur de la personne et qui représentent en fait 95% du harcèlement, puisque 95% du harcèlement, je parle vraiment du harcèlement, est verbal. C'est-à-dire, si je parle d'une agression sexuelle ou d'un viol, ça ne s'appelle pas harcèlement, c'est une agression sexuelle ou un viol. Si je parle de coups et blessures, je parle de coups et blessures. Mais en général, quand on parle du harcèlement, notamment scolaire, mais aussi qui peut avoir lieu dans les foyers ou dans n'importe quelle institution où il y a plusieurs enfants, la plupart du temps, c'est verbal. C'est des insultes, des moqueries, des humiliations, des exclusions. Et quand je dis que le dégât est subjectif, c'est au sens de la définition presque, il est dans le sujet. La personne qui subit l'insulte, elle est blessée intérieurement. Elle s'effondre à l'intérieur et elle va très très mal. Et en général, l'aide qui est demandée par l'enfant au tout début du harcèlement, c'est rarement « s'il te plaît, sors-moi de là ». En général, quand il se fait insulter et qu'il ne sait pas quoi faire, en général, il demande à... Ah, pardon, il y a encore un micro qui est connecté. Non, c'est bon. En général, ce qu'il demande à l'adulte, c'est « qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire face à cette personne qui m'insulte ou qui me moque ?» Et c'est là où je voudrais faire la différence. Il est très important de dire qu'une victime n'est jamais responsable de la violence qu'elle subit, quelle que soit la violence.
Et c'est très important de déconstruire cette chose-là. Mais il est important de dire qu'il existe des violences dans lesquelles la victime n'est pas totalement impuissante et qu'elle peut faire des choses. Et je crois qu'il est important d'apprendre aux enfants, dans les domaines où on peut leur apprendre des choses, de leur apprendre à faire preuve de résilience et à savoir faire face à certaines choses et à savoir faire la distinction. Et notamment pour les personnes qui les encadrent aussi, pour les personnes dans le domaine éducatif, etc. C'est important de savoir faire la différence entre eux. Et même pour les parents, j'ai envie de dire. Pour moi, il est important, si mon enfant me rapporte quelque chose qu'il subit, il est important que je fasse la différence entre le moment où je vais lui dire « ce que tu me dis, c'est grave, ce que tu me dis, c'est interdit ». Et moi, mon devoir d'adulte, c'est de te protéger. Et même si tu n'es pas tout à fait d'accord, mais je vais le faire quand même parce que c'est mon boulot. Et les moments où je vais lui dire, ce qu'on t'a dit, ça a l'air de t'affecter beaucoup. Peut-être on pourrait réfléchir ensemble comment tu pourrais faire face. Et pour moi, ce n'est pas la même chose et ça doit être distingué. Et c'est ce deuxième domaine-là où je parle plutôt du harcèlement. Et dans ce domaine-là du harcèlement, il y a des choses qu'on peut faire en termes de communication. Parce que l'agressivité verbale, c'est quelque chose auquel on peut faire face toute sa vie. Et d'ailleurs, je reparle de Twitter, mais tous les gens qui fréquentent Twitter le savent. L'agressivité par les mots, c'est tout le temps. Et cette agressivité, elle est inévitable dans la vie. Et cette agressivité verbale, c'est une agressivité qu'on peut apprendre à désamorcer. Et donc, toute mon idée autour du harcèlement, j'ai hélas pas le temps de la développer et je ne vais pas me lancer parce que je pourrais en parler pendant des heures et le temps est limité. Mais mon idée, si vous voulez, c'est qu'on fait des erreurs dans la réponse qu'on peut donner à ça. L'erreur, c'est, par exemple, de dire « Oh, mais c'est rien ». Ben non, c'est pas rien, il y a quelqu'un qui souffre en fait. Même si vous vous faites insulter, que vous souffrez, c'est pas rien, il y a une souffrance. Donc, il se passe quelque chose. Et si on dit à quelqu'un que ce n'est rien, on est en train de nier son ressenti. Et si on nie son ressenti, il se dit « donc je ne suis pas fiable ». Mon propre ressenti n'est pas fiable. On me dit que c'est rien, je ne devrais rien ressentir. Enfin, qu'est-ce que vous diriez à un médecin s'il vous dit « c'est rien » ben, vous lui dites « vous savez peut-être pas ce que c'est, mais j'ai quand même mal ». Vous voyez, donc non, c'est pas rien, il y a une souffrance. Ça nous apprend l'impuissance. L'autre impuissance qu'on peut apprendre aux enfants, c'est dans les cadres de violence verbale, je parle bien de verbale, entre enfants, c'est de dire « je vais le faire à ta place ». Je vais lui dire d'arrêter et je vais te protéger de ça. Ça aussi, ça mène à de l'impuissance. Parce que quand on dit ça à un enfant, on est en train de lui confirmer qu'il ne peut pas faire face. Si un enfant se fait attraper par 15 enfants, torturés contre un mur ou violés, si je lui dis « oui, tu ne pouvais pas faire face », c'est très important de lui dire. Tu ne pouvais pas faire face. Tu as bien raison de venir t'en plaindre et oui, tu devrais être protégé. Et c'est très important, et c'est plus mon domaine à partir de là, mais c'est très important tous les rappels à l'ordre qui nous ont été faits et c'est très important de renforcer la protection de l'enfance. Mais deux enfants seul à seul qui se disent des moqueries, c'est très important de pouvoir dire à l'enfant, il existe des possibilités de faire face à ça. Si tu fais appel à moi pour le faire à ta place, si tu fais appel pour que je mène tes batailles à ta place, il va se passer un truc, c'est que ça va confirmer à ton agresseur qu'il s'en est pris à la bonne cible, qu'il s'en est pris à la personne qui n'y arrive pas, qu'il s'en est pris à la personne qui, au moindre mot, va être aussi atomisée et par terre que si on l'avait tabassé. Or, les mots, il y en aura d'autres. Et les mots, on peut savoir y faire face. Donc, renforcer l'impuissance de l'un et la puissance de l'autre, ce n'est pas forcément une bonne idée quand ça peut être évité. L'autre erreur qu'on peut être amené à faire, c'est d'amener les enfants à contre-attaquer et à dire aux enfants qu'il faut contre-insulter, contre-moquer, ou monter crescendo ou frapper parce qu'on t'insulte. Quand on fait ça, eh ben, soit ça rate, et les enfants qui en général viennent nous demander de l'aide par rapport à ça, c'est justement des enfants plus timides, plus réservés, qui sont bien en peine de prendre de l'assurance et de riposter, donc soit ça peut rater, soit ça peut réussir, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même l'agresseur qui a gagné, parce que si ça réussit, on a installé la loi du plus fort. On a dit que celui qui aura une insulte plus forte que l'autre, c'est lui le chef, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un le détrône et on installe la loi du plus fort. Donc moi j'ai commencé à réfléchir à ça avec tous ces enfants qui se plaignaient d'harcèlement scolaire et ça déclenchait des phobies scolaires et des choses très difficiles. Je me suis rendu compte que les remèdes qui étaient souvent proposés étaient très comme ça, c'est-à-dire que il n'y avait aucune proposition pour éduquer les enfants à savoir faire face et gérer l'agressivité, savoir gérer leurs propres émotions face à de l'agressivité purement verbale. Et que la seule chose qui leur était proposée, c'est « Ouh là là, tu as bien raison de te sentir impuissant, ne fais surtout rien, nous allons faire à ta place ». Donc j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Je me suis rendu compte de l'insuffisance des méthodes qui étaient proposées en général, de l'insuffisance de l'idée de leur proposer de contre-attaquer. Et donc j'ai essayé de réfléchir, et c'est ça que j'ai essayé de développer, à comment on pouvait faire pour leur apprendre à communiquer de façon suffisamment simple pour désamorcer l'agressivité sans avoir à contre-attaquer à notre tour, sans avoir à faire appel à d'autres, ou alors faire appel à d'autres qui serait nous dire quoi faire plutôt que faire à notre place quand c'est possible. Et je pense que ça, ce serait une ressource très importante pour les gens qui sont dans l'éducatif, dans l'enseignement,
mais aussi pour les thérapeutes et puis pour les gens qui s'occupent d'enfants en général, comment on peut leur apprendre, et ça peut s'apprendre de façon ludique, par le jeu, à faire face aux réactions d'agressivité sans se retrouver complètement par terre. Alors, il y a des gens qui l'apprennent par eux-mêmes, qui ont la chance de faire face à cette résilience et qui arrivent à survivre à Twitter. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de l'apprendre. Voilà, donc l'enfant doit se sentir protégé quand il ne peut pas faire face, mais je pense que c'est très important, et peut-être encore plus pour les enfants placés qui ont ces vies un peu cabossées, ces relations difficiles, très important que les enfants se sentent épaulés dans leurs apprentissages de compétences sociales. Voilà, il faut apprendre des compétences sociales, il faut apprendre à savoir distinguer dans la vie ce à quoi on peut faire face par soi-même, il faut l'apprendre, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Il faut apprendre la relation sociale, il faut apprendre la confiance en soi et savoir à quel moment on ne peut pas faire face par soi-même et il faut faire appel à d'autres. Et bien sûr, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des autres pour pouvoir y répondre. Voilà. Et donc, tout cela s'apprend. Alors, si jamais il y a des questions autour de ça, je pourrais en dire un petit peu plus, mais je ne voudrais pas dépasser le temps qui était imparti et que tout le monde puisse parler. Mais voilà ce qui m'a amené, en tout cas, à cette réflexion. Et juste par rapport à ma présentation, merci beaucoup. Alors, ça se prononce utile, l'Institut, mais ce n'est pas grave du tout. Si jamais il y a des gens qui veulent juste des ressources par rapport à ça, parce que j'en parle comme ça, j'ai un canal sur YouTube où je fais des petites vidéos, où je parle justement de plein de choses, de communication, de psychiatrie, mais entre autres du harcèlement. Si vous voulez un peu plus de développement par rapport aux idées que je viens de dire, voilà, c'est sur YouTube, c'est gratuit, à part que ça vous donne une addiction à Internet. Mais voilà, ma chaîne, je l'ai écrit sur le chat, elle s'appelle Comme si CO2MPSY. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un tout petit peu plus sur ces notions-là, j'y parle aussi un petit peu de psychotrauma. Et voilà, si vous voulez plus de renseignements sur ces idées autour du harcèlement. Voilà, je pense que je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. J'espère que j'ai pas trop. C'est parfait. Merci beaucoup. Super. Merci. On aurait envie de vous écouter plus longuement sur ce sujet, comme les sous-focs. C'est très intéressant, mais on est un peu restreint par le temps. Je vais donner la parole à Madame la députée Perrine Goulet. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur les mesures effectives aujourd'hui, celles qui sont mises en place, les carences juridiques, institutionnelles, ce qui devrait être changé, les points positifs, les points négatifs? Je suppose qu'il y a plein de choses à dire sur ces points-là. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis d'autant plus ravie que des jeunes et des moins jeunes, parce que je vois qu'on a quand même aussi quelques adultes comme moi. Je suis ravie que vous vous intéressiez à cette question. Parce qu'effectivement, comme le dit Lies, on a besoin que la jeunesse pousse sur ce sujet-là. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale il y a 3 ans, je ne pensais pas que ce sujet de la protection de l'enfance reviendrait autant dans ma vie et dans mon mandat. Je ne me suis pas présentée pour travailler à la protection de l'enfance, mais au gré des rencontres, et notamment avec mon ami Lies, je me suis rendu compte que, au bout de 30 ans de protection de l'enfance, on avait toujours les mêmes dysfonctionnements. Même s'il y a eu des réformes, que ce soit en 2007, en 2016, on n'arrive pas à faire évoluer de manière satisfaisante cette protection de l'enfance. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, lors de la présentation, donc l'année dernière, j'ai eu l'honneur de rapporter une mission d'information à l'Assemblée nationale pour laquelle je me suis battue, afin qu'on fasse réellement un point justement sur ce qui avait été mis en place en 2007-2016, voir comment ça a évolué, parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut regarder régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la loi, mais ce n'est pas parce que c'est dans la loi que tout est respecté. Et c'était très important qu'on puisse regarder où c'en était. Vous l'avez également indiqué, et Lies en a parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai également fait partie de la commission d'enquête dirigée par Marie-Georges Buffet, qui a rendu ses conclusions hier sur l'impact de la crise sanitaire, que ce soit sur les enfants en règle générale, les enfants de l'ASE, mais également sur les jeunes, la jeunesse, les étudiants. Et le rapport devrait sortir dans 3-4 jours. Mais effectivement, je pense qu'entre le rapport de l'année dernière et celui-là, il y a quand même des choses qu'il faut encore faire évoluer, malgré le fait que beaucoup de choses sont déjà dans la loi. Et je pense que vraiment, ce qu'il faut indiquer un petit peu sur la difficulté de cette politique publique, et Elias l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, cette politique publique n'est pas une politique publique d'État. Ce n'est pas comme l'éducation nationale, ce n'est pas comme la santé, c'est une politique publique portée par les départements. Quand on dit portée par les départements, ça veut dire que
un département en fonction de sa couleur politique, en fonction de la sensibilité de la personne qui dirige le département ou de la sensibilité du vice-président à la protection de l'enfance, eh bien, la prise en compte des jeunes ne va pas être la même. Et je vais pour ça illustrer mon propos par un exemple. Je suis dans un territoire assez pauvre et moi, quasiment tous les jeunes de 18 ans ont une proposition de contrat jeune majeur. Qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, mais il est proposé. A contrario, un département comme les Hauts-de-Seine, où il y a eu effectivement la problématique d'assassinat de ce jeune en hôtel en début d'année, est un département très riche et ne propose pas de protection pour ces jeunes qui sortent à 18 ans, ce fameux contrat jeune majeur. Et là, on est typiquement dans une inégalité qui est inacceptable pour moi dans notre pays, qui normalement est un pays d'égalité des droits. Et donc, on a vraiment, sur la protection de l'enfance, du fait de cette territorialisation de cette politique, une grosse différence au niveau de cette protection de l'enfance. De plus, dans le cadre de cette protection de l'enfance, il faut savoir que donc, cette politique a été État jusqu'en 82, avec les lois de décentralisation données aux départements. On a essayé, entre les lois de 2007 et 2016, de faire en sorte qu'il y ait moins de placements judiciaires pour éviter que la justice intervienne tout de suite et donner plus de poids aux départements. C'est un échec. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a encore énormément de placements judiciaires. 70% sont d'origine judiciaire. Donc, on voit bien que la partie sociale est un échec total au niveau des départements. Par contre, ce qui pose souci, c'est qu'effectivement, la justice n'a pas forcément les moyens pour assurer cette charge de travail, puisqu'elle avait été calibrée sur la partie juge des enfants pour ne pas avoir cette surcharge de travail qui devait être déportée au niveau des départements. Donc, on se retrouve avec des difficultés, effectivement, dans le cadre, au tout démarrage de cette protection de l'enfance, sur comment on prend en charge les enfants qu'on doit protéger. Et aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de difficultés parce que l'État, pendant des années, s'est quand même désengagé de cette politique. À part laisser la justice et les départements discuter tous les deux, on avait peu de soutien au niveau santé. Or, comme on le sait tous, il y a à peu près 40% des enfants qui relèvent d'une situation de handicap et qui ont donc de gros besoins en santé. Or, la santé n'était pas là. Côté éducation nationale, bien, Yes a tout à fait bien dit tout à l'heure, enfin, le regard sur ces enfants de l'éducation nationale est très compliqué. Quand on rajoute à ça, effectivement, une justice qui n'a pas les moyens, puisqu'en France, on sait qu'on a quand même des moyens dans la justice, même si là, on l'augmente, mais 30 ans de disette ne peuvent pas être résolus en quelques mois, eh bien, on se rend compte que les mesures qui sont prises pour les enfants ne sont pas les mesures pour les enfants. Je m'explique. Aujourd'hui, on traite, quand un enfant a besoin d'une protection, on traite cet enfant pas en fonction du besoin qu'il a, lui, de sa protection, mais en fonction des places disponibles dans tel ou tel dispositif. Un enfant qui, par exemple, aurait besoin d'être accompagné à domicile avec une AEMO, par exemple, donc c'est un accompagnement en milieu ouvert, et bien s'il n'y a pas assez de place dans cette AEMO, on va le mettre en placement. Et on a quand même, pour moi, je trouve quelque chose qu'il faut qu'on questionne, c'est quand même un taux de placement très élevé dans notre pays, qu'il faut quand même questionner. Et je me questionnais un peu moins sur ce placement-là, sauf que dans le cadre de la commission d'enquête de Marie-Georges Buffet, on s'est rendu compte qu'au début du confinement, entre 10 000 et 15 000 enfants ont été renvoyés du jour au lendemain dans leur famille. Du jour au lendemain. Et a priori, sauf contrairement, on ne les a pas trouvés, a priori, ça ne s'est pas si mal passé que ça, ces retours dans les familles. Donc la question à se poser, c'est, on n'avait sûrement pas pour ces enfants-là le bon accompagnement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler pour qu'on ait le bon accompagnement pour les enfants et pour leur famille. Et ça, pour moi, c'est un vrai manquement. On a également, dans cette partie, pour moi, dysfonctionnement au niveau de la protection dans l'enfance, quelque chose qui a été ressorti l'année dernière, notamment par le défenseur des droits. Eliès l'a un petit peu évoqué, et ça, et quand j'entendais Monsieur Haïm juste avant, c'est tout ce qui est les violences institutionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on prend des enfants dans leur famille, parce qu'il y a besoin de les protéger. Hein. Attention, hein. Quand on enlève un enfant dans sa famille, c'est qu'on a besoin de le protéger. Par contre, ça ne veut pas dire le remettre dans un endroit où il va à nouveau subir des violences. Il faut qu'on puisse garantir qu'il ne soit pas victime de violences institutionnelles. Et donc, je vous engagerai à regarder le très bon rapport de la défenseure des droits des enfants, qui l'année dernière expliquait quand même
et ça révèle quand même des dysfonctionnements de notre pays sur cette politique-là, qu'on avait quand même à peu près la moitié des foyers de l'enfance et 60% des MECS et établissements PJJ qui étaient touchés par la violence entre mineurs. Et comme le disait le professeur Haïm tout à l'heure, eh bien, on ne se construit pas pareil quand on est dans la violence tous les jours. Et il faut vraiment qu'on arrive à bouger cette chose-là. Donc, il faut lutter contre les violences dans les institutions. Une autre violence qui est pour moi intolérable, c'est la séparation des fratries. Aujourd'hui, c'est une violence qui est pour moi insoutenable. Dans le rapport du défenseur des droits, 34% seulement des fratries n'ont pas été séparées. C'est-à-dire que 66% des enfants de la même fratrie sont séparés. Et quand je dis séparés, j'ai eu cette semaine le cas d'une grand-mère qui m'a contactée parce que les deux enfants de la même fratrie se voient une fois par trimestre en visite médiatisée. C'est impossible. C'est-à-dire qu'un enfant, le moindre repère qu'il aurait pu avoir, même si ses parents sont défaillants, pourrait se raccrocher à ses frères et sœurs, il ne peut pas. Donc, il y a vraiment également une difficulté. Mais tout ça relève en fait, pour moi, d'un seul et unique dysfonctionnement. C'est le fait que dans notre pays, on place les liens du sang avec les parents au-dessus de tout. Et on ne place pas l'intérêt supérieur de l'enfant au-dessus de tout. Aujourd'hui, quand j'entends certains travailleurs sociaux qui me disent ben là, pendant le confinement, les enfants qu'on avait en foyer ont été bien plus calmes. Et c'est, Lies, je pense que tu pourras le confirmer aussi, c'est quand même ce qui ressort. Pendant le confinement, le fait que les enfants soient quand même tenus à l'écart de leurs parents ont pour beaucoup, pas pour tous, et pour beaucoup, été un facteur de stabilisation pour ces enfants. Et c'est très intéressant parce que notre pays, contrairement à d'autres pays étrangers, fait de cette primauté du lien parent-enfant le socle de notre société. Et non pas le fait que l'enfant est un intérêt supérieur qui doit être préservé devant tout. Et c'est vraiment là-dessus que je veux me battre pour qu'on puisse effectivement, au niveau de la justice, vous demandiez qu'est-ce qu'il faut bouger. Au niveau de la justice, ça fait partie des choses qu'on doit bouger. Normalement, il y a pas mal de mesures pour la justice. Mais aujourd'hui, on a des us et coutumes qui restent depuis des années, qui fait qu'on ne traite pas ces enfants-là au niveau de la justice correctement. Donc effectivement, on a ce lien de filiation qui est maintenu. Moi, j'ai rencontré un juge dans mon territoire qui m'a dit mais même un enfant qui a été victime d'inceste doit continuer à avoir des relations avec son parent parce que c'est son parent et il va falloir qu'il fasse avec toute sa vie. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me choque. Et là, on n'est pas dans un problème de loi ou pas, on est dans un problème de personne. Et on est dans un problème d'héritage de notre société où je vous rappelle quand même que dans les années 60, il était toléré de violer un enfant. Donc, on est dans un héritage qu'il faut qu'on arrive et c'est pour ça que c'est important que vous vous y intéressiez parce que c'est vous qui pouvez aussi faire bouger toutes ces lignes. Donc, la justice, renforcer les moyens, arrêter cette partie du lien absolu entre parents et enfants et redonner des moyens à la justice pour qu'eux-mêmes aient le temps d'interroger l'enfant et ne se base pas uniquement sur les rapports des travailleurs sociaux, pour qu'on entende bien la parole de l'enfant. Et ce que moi j'aimerais, c'est qu'il puisse effectivement avoir un avocat pour le défendre, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'enfant est un petit peu perdu quand il va au niveau de la justice. Donc ça, c'est le côté justice. Côté départemental, parce qu'il ne faut pas oublier les départements, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Et ça fait partie des préconisations qu'on a fait l'année dernière. Et j'ai vu un petit peu dans le chat tout à l'heure, on me demandait mon avis sur une future agence qui regrouperait l'ONPE, le CNPE, le SNATED et l'Agence française de l'adoption. Ce n'est pas juste ça. Si on fait juste un regroupement de ces organismes, on n'arrivera pas à changer les choses. Pourquoi il faut, à mon avis, faire ça? Mais c'est mon avis. C'est parce qu'il faut, en même temps, que la future agence soit copilotée par l'État et les départements. Et qu'on ait un véritable pilotage de cette agence qui puisse descendre des normes, descendre des référentiels, et que comme c'est dirigé par les départements, eh bien, on ait quelque chose de plus, j'allais dire, homogène entre chaque territoire. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il est inacceptable qu'une évaluation d'informations préoccupantes ne soit pas faite de manière identique dans un département ou un autre, en fonction des moyens que les départements vont mettre. Donc, il y a vraiment, effectivement, pour moi, cette importance de cette agence au niveau national,
mais elle ne sera efficace que si on a sa propre déclinaison au niveau local, pour mettre au niveau local tous les acteurs autour de la table. Il faut que l'État revienne dedans, parce que l'État, c'est la justice, l'État, c'est la santé, l'État, c'est l'éducation nationale, et on a besoin de l'État pour booster un petit peu les départements et rendre un petit peu plus équitable. Après, on a parlé un petit peu des hébergements hôteliers. Je partage complètement ce qu'a dit Lies. Pour moi, c'est inadmissible qu'on ait des enfants en hôtel. Je dirais même, d'ailleurs, tous les hôtels sociaux, parce que laisser des familles complètes dans des hôtels sociaux, c'est une aberration. Il faut arrêter cette politique de l'hôtel social. Mais ce qui est plutôt dramatique pour les enfants, c'est que ces hôtels sociaux, ben souvent, il n'y a pas d'éducateurs qui vont avec. Donc, il faut absolument qu'on les remette dans des structures où il y ait des éducateurs diplômés. Je reviens effectivement exactement dans les mêmes préconisations que Lies. Et seulement, j'ajouterai également qu'il nous faut un nombre d'éducateurs suffisant pour encadrer ces enfants. On s'est aperçu que pendant le confinement, les éducateurs ont été moins pris, notamment sur l'administratif, sur les déplacements, et qu'ils ont pu faire leur vrai travail éducatif auprès des enfants. Ils ont eu plus de temps éducatif. Et du coup, les enfants ont été mieux. Donc, il est important, sachant qu'on ne pourra pas empêcher les éducateurs de faire des rapports dans les mois à venir, de renforcer les équipes éducatives pour qu'il y ait plus de temps éducatif auprès des enfants. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, et Lies l'a un petit peu effleuré tout à l'heure, c'est tous les déplacements qu'on fait vivre à ces enfants. Le cas de Lies est dramatique. Hein. On fait suivre les enfants. Si le parent déménage, on fait suivre les enfants, le parent défaillant au lieu de le laisser dans la famille où ça se passe bien. On déplace l'enfant sans prévenir le juge. Des fois, on renvoie même un enfant placé sous main de justice dans sa famille sans prévenir le juge. On voit bien que c'est n'importe quoi cette politique. Tout le monde fait ce qu'il veut dans cette politique et personne ne respecte la loi. Et je pense que c'est vraiment ça qui est un marqueur de cette politique de la protection de l'enfance, c'est qu'il y a des lois, mais qu'elles ne sont pas respectées. Aujourd'hui, vous grillez un feu rouge, l'amende, elle tombe tout de suite. Aujourd'hui, un département ne met pas en place le projet pour l'enfant, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, un département ne respecte pas une ordonnance d'un juge, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment dramatique. On est dans une politique où on a beau légiférer, et j'entends ce que dit Lies, il faut légiférer, il faut amener des choses, mais aujourd'hui, même les lois actuelles ne sont pas respectées. Donc c'est ça qu'il faut changer, et c'est là où je reviens sur l'agence. Il faut qu'on ait des contrôles, des garde-fous, qu'on puisse enfin rentrer dans ces foyers, parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, en tant que députée, j'ai le droit d'aller sans prévenir toquer à la porte d'une prison en disant je veux rentrer, je veux aller voir comment ça se passe. Je ne peux pas aller dans un foyer vérifier les conditions des enfants dans un foyer de l'enfance. C'est intolérable. C'est intolérable. Et donc, je ne sais plus, parce qu'après je peux durer des heures, mais je ne sais plus où on en était. Moi, il faut vraiment, je pense, que cette politique soit reprise en main, mais conjointement, État-département. On n'arrivera pas à remettre ça à l'État de toute façon. Les lois de décentralisation sont passées. Ça va rester au département, mais il faut absolument avancer les choses. Et puis, il faut écouter un petit peu tout ce qui s'est dit depuis quelques semaines. Alors, effectivement, j'ai rendu un rapport il y a 1 an et demi. Il y a peu, on a également la Cour des comptes, qui est un organisme plutôt intéressant, qui vient de rendre un rapport assez cru sur l'aide sociale à l'enfance, puisque, effectivement, dans ce rapport, tout le monde en prend pour son grade, que ce soit l'État, que ce soit les associations qui gèrent les foyers, mais également les départements. On a également un rapport de l'IGAS qui est sorti, le rapport de la Défenseure des droits. Donc là, il faut vraiment, et je l'espère, enfin qu'on va réussir à faire quelque chose. J'ai rencontré encore le ministre hier. C'est vrai que c'est long. Moi, je trouve que c'est trop long, qu'on n'arrive pas à avancer aussi vite que je le voudrais. Mais comme c'est une politique malheureusement politicienne, gérée avec des départements, eh bien, il faut un peu des négociations. On ne peut pas passer une réforme en force. Il faut que les gens adhèrent à la réforme qu'on veut porter, parce que sinon, ça fera comme le reste. On se sera fait plaisir, on aura un joli texte de loi, sauf que les départements n'appliqueront pas. Donc, je comprends et je sais que Lies me taquine beaucoup et il a raison, c'est son rôle en me disant ça ne va pas assez vite, Perrine, qu'est-ce que tu fais, bouge-toi, etc. Je peux vous dire qu'il le fait régulièrement, il a raison de le faire.
Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive à aboutir et donc à obtenir un consensus pour qu'on arrive à faire appliquer les lois et qu'on place strictement l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout, y compris au-dessus de celui de ses parents. Voilà, je pense que ça va nous laisser un petit peu de temps pour échanger et je pense que c'est ce qui vous intéresse. Merci pour votre intervention. Lies Louffok, vous voulez prendre la parole en réaction? Oui, non, mais je t'ai écouté très, très attentivement et il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord avec toi, mais puis il y en a certaines avec lesquelles j'ai quand même un désaccord. Déjà, revenir sur un élément qui est factuel. La moitié des mesures de placement, donc des mesures judiciaires, sont des mesures qui touchent à des AEMO. Donc, on est sur du maintien à domicile et j'observe un phénomène qui est absolument à l'inverse de ce que tu décris tout à l'heure. Aujourd'hui, on généralise, et c'est dramatique, les placements dits à domicile, qui, je le rappelle, n'ont aucun cadre légal dans le Code de l'action sociale et des familles, pour la simple et bonne raison qu'on a des départements aujourd'hui qui préfèrent laisser des enfants en danger chez eux plutôt que de les mettre dans des foyers, parce que justement, il n'y a pas suffisamment de place. Donc ça, c'est juste quand même un drame absolu, et on l'a vu pendant le confinement. Tu as parlé du rapport de la défenseure des enfants l'année dernière. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, qui est rattachée, qui est un corps d'État et qui a pour mission de contrôler les établissements médico-sociaux et particulièrement les établissements en protection de l'enfance. L'IGAS, et ça tu le sais Perrine, c'est 34 contrôles en 20 ans. Il n'y a eu que 34 départements contrôlés en France sur leur politique publique de protection de l'enfance. Le rapport de la Cour des comptes de 2019, Perrine, toujours, nous indiquait les structures de protection de l'enfance sur le volet financier n'étaient contrôlées qu'en moyenne une fois tous les 26 ans. Quelle autre politique publique on contrôle aussi peu? Aucune. C'est la seule politique publique sur laquelle il y a un désintérêt manifeste de l'État. Les liens du sang, tu parlais des liens du sang en évoquant que c'est une problématique principale de la protection de l'enfance. Selon moi, ce n'est pas la seule. Le manque de contrôle en est un. Je veux dire, on l'a vu avec les documentaires qui ont été diffusés et les autres qui seront prochainement rediffusés. Les établissements ne sont jamais contrôlés et les chiffres de l'IGAS parlent d'eux-mêmes. Je resterai plus prudent que toi sur l'effet du confinement sur les enfants parce qu'on n'a encore aucune étude nationale qui vient étayer ces propos-là. On a eu des études qui ont été faites par faut le dire, des associations gestionnaires d'établissements, hein, donc avec un conflit d'intérêts manifeste dans la façon dont ces études ont été réalisées. Moi, j'appelle l'État et particulièrement le Parlement dans les différents projets de loi de finances de donner davantage d'argent à la recherche. Le champ de la recherche en protection de l'enfance est un champ complètement délaissé. Et c'est bien pour cela qu'on navigue à vue, c'est bien pour cela qu'on a très peu de chiffres en protection de l'enfance. Et quand on doit construire nos politiques publiques, on le fait sur du sable et on le fait sans avoir d'éléments factuels et concrets pour pouvoir les mettre en œuvre. Et ça nous fait perdre aussi énormément de temps. Tu disais que dans les années 60, il était concevable de violer un enfant, en tout cas que c'était toléré socialement. Mais en 2020 aussi, on demande par exemple quelque chose de très simple et la société française le réclame également au vu des derniers sondages qui ont été publiés. Dans notre pays, il y a quand même 10 millions de victimes d'inceste. Donc on est quand même sur un fléau qui touche un Français sur 6, pardon. Eh bien, pourquoi le gouvernement s'est refusé à instaurer un seuil d'âge de non-consentement dans la loi qui viserait tout simplement à interdire à un adulte d'avoir et de commettre un acte sexuel sur un enfant de moins de 15 ans? Pourquoi le gouvernement, en 2018, a refusé de l'inscrire dans le marbre de la loi? Ça, si ce n'est pas un scandale qui permet aujourd'hui à la pédocriminalité de gagner du terrain, je ne vois pas ce que c'est. Et sur la fusion des organismes entre le CNPE, auquel je suis membre, l'ONPE, qui est l'Observatoire national de la protection de l'enfance, le GIPED, qui est le groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger, ou le CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, etc. Je ne vais pas les citer, ils sont nombreux et on voit qu'il y a une désorganisation de ces services, puisque sinon, je n'aurais pas à citer une liste aussi large d'instances chargées d'évaluer la protection de l'enfance, mais qui visiblement ne fait pas son boulot. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une fusion juste pour dire on fait une fusion, comme tu l'as dit, mais par contre, ça interroge sur la place de l'État dans cette politique publique. Tu l'as dit, les lois de décentralisation sont passées, rien n'empêche de revenir dessus. Pour moi, la seule solution, c'est de renationaliser la protection de l'enfance, parce que c'est aussi redonner du pouvoir au Parlement. Tu le sais, Perrine, quand vous êtes amené à voter des lois en protection de l'enfance, vous êtes soumis à un barrage législatif constitutionnel qui est puissant, qui est celui de la libre administration des territoires et des collectivités territoriales. Tu ne peux pas imposer au département un mode de fonctionnement. Alors, comment veux-tu
que l'État revienne dans la marge? Comment veux-tu que l'État réinvestisse le terrain quand déjà notre est incapable de se prononcer sur ces questions-là? Donc pour moi, une renationalisation de la protection de l'enfance, elle est nécessaire, au même titre que dans les procédures en assistance éducative, il faudrait rendre l'avocat obligatoire pour arrêter justement ces réorientations soudaines des enfants placés sans arrêt telles que tu les as évoquées. Comment se fait-il que sur le volet pénal, l'avocat est obligatoire? Quand un enfant commet un acte de délinquance, il est obligé d'être présenté par un avocat. Comment se fait-il que quand il soit en danger, alors qu'on sait que les intérêts sont divergents en fonction de si on est son parent, si on est l'aide sociale enfance, si on est la justice, comment se fait-il que cet avocat-là, qui est le garant de la défense des droits des enfants, n'est pas rendu systématiquement obligatoire? Donc ça, c'est ton boulot et en effet, il va falloir le faire. Et sur les jeunes majeurs, je t'ai pas beaucoup entendu, mais les jeunes majeurs, Perrine, vous aviez voulu voter une loi il y a quelques années pour rendre obligatoire les contrats jeunes majeurs. Le gouvernement, le jour de la séance, le jour de l'examen en séance publique du texte, qui était un très bon texte que j'avais soutenu à l'époque, à tes côtés et aux côtés de bon nombre d'acteurs associatifs de la protection de l'enfance, le gouvernement, le jour de l'examen en séance publique, a déposé toute une série d'amendements visant à modifier considérablement ces articles et en empirant la situation, en créant des conditions de temporalité de prise en charge à l'ASE pour bénéficier d'une hypothétique protection qui en plus était une protection au rabais et qui n'était pas financée. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, il faut aussi être en cohérence avec ce que l'on défend et au-delà de passer à l'acte sur le plan législatif, commencer peut-être à revendiquer, et cela de façon un peu plus forte, cette fameuse renationalisation qui, bien évidemment, nous donnerait des marges de manœuvre beaucoup plus importantes que celles que l'on peut avoir aujourd'hui. Et sur la stratégie nationale de protection de l'enfance, puisque j'ai vu quelques questions dans la conversation auxquelles je me permets déjà de répondre parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on interpelle là-dessus, la stratégie nationale de protection de l'enfance, c'est du bullshit pour la simple et bonne raison que le gouvernement a décidé d'avoir comme méthodologie la contractualisation avec les départements. C'est bien une des rares, avec le plan de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, la stratégie nationale de protection de l'enfance est bien une des rares politiques publiques sur lesquelles on contractualise sur la solidarité nationale. C'est assez abject, je trouve, de contractualiser sur la solidarité nationale. Elle devrait être inconditionnelle et elle devrait être la même pour tous, partout, en tout temps, ce qui ne permet pas la contractualisation de la stratégie protection de l'enfance. Et l'enveloppe, 50 millions d'euros pour cette stratégie nationale de protection de l'enfance, il faut quand même savoir que les départements mettent sur la table 9 milliards chaque année. Donc quand l'État vient avec sa petite enveloppe de 50 millions nous dire « Regardez, on va changer la vie de tous ces enfants », on ne peut pas y croire. Décemment, on ne peut pas y croire. 50 millions, c'est trop peu et la contractualisation, c'est abject. Donc renationalisons et faisons de cette politique publique une vraie politique publique régalienne, pas une politique publique accessoire que l'on peut utiliser au gré des élections, des élections locales et départementales. Voilà. Vraiment, faisons de cette politique publique une politique régalienne. J'entends, Liès, sur la partie renationalisation, mais si on discute avec les anciens enfants accueillis qui sont plus vieux que nous et qui ont connu la DAS, quand on les écoute, ce n'était pas forcément mieux et c'était l'État. C'était une autre. Non, mais Liès, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a eu l'État, on a eu les départements, ni l'un ni l'autre ne fonctionne. On se dit que peut-être en faisant travailler les deux ensemble, en mettant tout le monde autour de la table, c'est naïf. On peut y arriver. Non, c'est naïf. C'est qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est toujours ça. On est fondamentalement en désaccord. Je veux dire, la DAS avant les années 80. C'était une réalité socio-économique qui était bien différente. Les gamins, à l'époque, dans les années 80, n'étaient pas jetés à la rue de la même façon que nous. Et la fédération dont tu parles, c'est une fédération qui est raciste et homophobe et qui n'est pas légitime à pouvoir parler au nom des enfants placés. J'aimerais quand même qu'on se le dise. Et Repère, association que tu as contribué aussi à fonder, est pro-renationalisation. Donc ne faisons pas de langue de bois sur ce sujet. Après, juste pour répondre les jeunes majeurs, Liès, effectivement, j'en ai parlé un petit peu en disant qu'effectivement, c'était à la main des départements. On a un vrai sujet. Il ne faut pas non plus occulter qu'il y a énormément de jeunes qui, après avoir passé 10 ans, 12 ans à l'aide sociale enfance, n'ont pas forcément envie. Il faut qu'on puisse accompagner ces jeunes-là et c'est tout le lien de Repère qui, pour moi, est très important. Il faut qu'on puisse avoir un panel d'aide pour ces enfants-là. Parce que ça reste des enfants pour moi. On a des missions locales qui peuvent effectivement les accompagner. Il y a des enfants où il va falloir donner un accompagnement financier, un autre, un accompagnement autre.
Mais effectivement, je pense que les contrats jeunes majeurs, et j'en ai discuté avec plusieurs jeunes vers chez moi, il y en a, ils n'en veulent pas. Donc, il faut qu'on puisse leur proposer aussi d'autres solutions. C'est un droit au retour, le droit au retour, c'est ce qu'on avait. On va pas lancer le débat entre toi et moi ici devant tout le monde, mais on est en désaccord là-dessus. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités. Je t'ai laissé juste discuter, je t'ai laissé intervenir. Si tu peux me laisser intervenir et te répondre sans couper, je pense que pour tout le monde, ça serait aussi un petit peu plus simple. Concernant la recherche en protection de l'enfance, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il faut qu'on relance la recherche. On a également tout ce qui est la recherche, à mon avis, psychologique, parce que je pense qu'on ne mesure pas assez l'impact psychique et psychologique de ces jeunes qui passent par l'aide sociale à l'enfance, étant donné que souvent, ils n'ont pas de suivi psychologique ou psychiatrique quand ils sont à l'aide sociale à l'enfance. Et pour en avoir vu certains, ça abîme leur vie d'adulte jusqu'à ce qu'enfin ils fassent la thérapie. Et donc, c'est pour ça que je plaide pour qu'on ait effectivement cette prise en compte des soins. Mais je pense que M. Haïm pourrait nous dire ce qu'il en pense. Quant au contrôle, effectivement, je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais tu as tout à fait raison et ça faisait partie de mes préconisations de l'année dernière, si tu t'en rappelles bien, Lies. Il y a un vrai souci sur cette politique de l'enfance, c'est que par exemple, si vous envoyez votre enfant à l'école qui fait une sortie scolaire, si vous envoyez vos enfants en centre aéré, eh bien, il y a un nombre d'encadrants obligatoires de ces enfants-là et il y a des contrôles par la direction de la DDCSPP, Direction sociale des populations, enfin bref, voilà, ou la DSGCS. Et en fait, on le fait pour les centres aérés, on le fait pour les écoles, on ne le fait pas pour les foyers. Et donc, il y a effectivement urgence à ce qu'on trouve un moyen que ces contrôles par ces instances de l'État aillent aussi dans les foyers, mais qu'on ait aussi également un taux d'encadrement qui soit défini. Et ça, pour le moment, c'est-à-dire que c'est compliqué, on n'arrive pas à avoir un consensus sur le taux d'encadrement qu'il faudrait auprès de ces enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et quant au dispositif, loin de moi l'idée de dire que les AEMO ou le placement à domicile étaient la panacée. Je dis juste qu'il faudrait qu'on ait différentes mesures qui correspondent aux besoins réels de l'enfant. On a des besoins qui relèvent effectivement de l'accompagnement parental et qui relèvent de l'accompagnement à domicile, mais qu'on ne peut pas ou pas bien mettre en place parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui peuvent aller le faire. Et au lieu d'avoir un besoin qui se met en place dans les 15 jours après la demande de la famille ou du juge, eh bien, par exemple, on attend 2 mois, 3 mois, 4 mois avant que le premier éducateur vienne montrer le bout de son nez dans la famille. Donc là, on est complètement en décalage avec ce point-là. Mais il y a aussi malheureusement, comme les juges savent qu'il n'y aura pas d'intervention des éducateurs avant 6 mois parce qu'il n'y a pas de place en AEMO, bien vont les confier plutôt en placement. Et c'est là où je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on puisse avoir des dispositifs variés qui puissent répondre réellement aux besoins de l'enfant. Est-ce qu'il a besoin d'être placé? Est-ce qu'il a besoin d'être en AEMO? Est-ce qu'il a besoin d'être chez ses grands-parents sur un tiers digne de confiance? On n'en a pas beaucoup parlé, mais souvent, les juges ont aussi du mal à confier à la famille parce qu'ils se disent les parents sont défaillants, donc c'est forcément que les grands-parents sont aussi défaillants, et puis du coup, c'est toute la génération sur 15 générations qui est défaillante. Or, pas du tout. On peut très bien, quand on a des enfants, avoir un enfant qui fait une mauvaise rencontre et qui défaille de son côté sans pour autant que les parents soient défaillants. Et pourtant, on empêche souvent les enfants d'être placés auprès de la famille. Et ça, c'est vraiment aussi une des propositions que j'avais faites l'année dernière. Obliger les juges à rechercher également dans la famille s'il n'y a pas une solution familiale, parce que déraciner un enfant du jour au lendemain, comme on peut le voir, parce qu'on le voit, ça se pointe à la sortie de l'école, on prend l'enfant, il n'a rien de temps de dire, soit on le change de famille d'accueil, soit on le met ailleurs. Enfin, c'est un paquet, un gamin de l'aide sociale à l'enfance, c'est un petit paquet là, à baluchon, et qu'on promène à droite à gauche en fonction des places, en fonction de ce qu'on a. C'est pas entendable aujourd'hui. Donc vraiment, c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on arrive à travailler, mais avec les associations, parce qu'il y a aussi la grosse partie de la protection de l'enfance est gérée par des associations. Il faut qu'on arrive aussi à ce qu'on ait des fonctionnements un petit peu mobiles où on n'est pas pour 7 ans, j'ai 15 places d'AEMO et 6 places de placement en foyer. Et puis, j'ai besoin d'une 7e place en foyer, je ne peux pas la faire. Ou j'ai besoin de 3 places de plus en AEMO, je ne peux pas le faire parce que j'ai contractualisé comme ça. Parce que tant qu'on fonctionnera par contractualisation de place, on ne pourra pas accompagner les enfants comme il faut. Merci beaucoup. On comprend par tous ces rebondissements la complexité du sujet. On va passer aux questions. Sama et Michael, je crois que vous avez relevé les questions qui sont passées.
Y en a-t-il? Si oui, lesquels? Alors bonsoir, alors, on a une première question pour Madame la députée Perrine Goulet. Quelles bonnes pratiques ou législations sur la protection de l'enfance, hors le cas de la reconnaissance des violences déjà évoquées, pourrait-on importer en France? C'est une question de Solène Cahen. Alors c'est compliqué parce que jusque-là, je trouvais que le modèle québécois était assez intéressant, mais on a vu qu'ils se sont réinterrogés il y a peu parce qu'ils ont connu énormément de difficultés. Aujourd'hui, je dirais bien que je n'ai pas forcément de solution adéquate parce qu'en plus, on n'a pas tous la même histoire. On le disait tout à l'heure, nous, on a quand même le maintien de la filiation qui est très important et il faut qu'on arrive à faire bouger ça. Et aujourd'hui, en bonne pratique, je ne sais pas ce qu'on pourra importer, honnêtement. Mais peut-être que Lies a une idée. Moi, aujourd'hui, je n'ai rien vu qui satisfaisait ce que moi, je pourrais attendre d'une vraie protection de l'enfance. En fait, il n'y a pas de pays, par exemple, qui sortent du lot actuellement. Il faut se dire que toutes les réflexions que l'on a ce soir et plus globalement en France sur la protection de l'enfance, ce sont des réflexions qui émergent aussi en ce moment dans énormément de pays sur la planète. Par exemple, on a eu en bonne pratique, et la première, c'est l'Argentine, qui est un pays 15 fois moins riche que le nôtre. Eux ont rendu systématique la protection des jeunes qui sortent de leurs institutions de protection jusqu'à 25 ans, par exemple. On a un État récemment, c'est une grande victoire pour nous, ça d'ailleurs, c'est en Australie, l'État de... j'ai oublié, je pourrais le remettre dans la discussion après. Il y a un État australien, pareil, qui a rendu obligatoire la proposition de protection au-delà de la majorité jusqu'à 21 ans pour les enfants placés. Donc ça, c'est à peu près ce qui se dégage de mieux des pratiques que l'on peut reconnaître. Après, on a des pays qui ont uniformisé leur protocole. Par exemple, il faut quand même se rendre compte que de Paris à Marseille, un enfant victime de violences, qu'il subisse les mêmes violences, ne sera pas reconnu en danger de la même façon parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de référentiel national d'évaluation d'informations préoccupantes. Et on a des pays qui ont mis en place ces référentiels-là, donc ce qui fait que les enfants sont évalués en danger de la même manière, qu'ils soient du nord au sud, peu importe leur géographie et leur dans leur pays. Et ça, voilà, c'est à peu près les quelques petits points positifs que l'on peut avoir. En Suisse, par exemple, l'avocat pour enfants a une place très importante dans le système de protection de l'enfance. D'ailleurs, la Suisse, contrairement à la France, 90% sont administratifs. Alors après, c'est aussi parce qu'ils ont été le premier pays du monde à effectuer un travail historique de recherche, de reconnaissance et de réparation des conneries qu'ils avaient faites avant. Donc il y a quand même aujourd'hui une vraie qui est portée à la protection de l'enfance chez eux. Et puis c'est très compliqué de comparer parce qu'on a des pays qui ont la protection de l'enfance comme compétence nationale, donc pour lequel il y a vraiment un État, un gouvernement, un ministre qui gère cette politique publique et une administration qui sont en général de grosses administrations. Et dans d'autres pays, c'est comme en France, on a choisi de décentraliser et c'est les provinces, les régions ou les États dans les États qui gèrent voilà, et on voit qu'il y a des inégalités. Mais en gros, ce qu'on dénonce aujourd'hui se passe partout ailleurs. Ah, et juste parce que quand même, c'est important, et si ça vous intéresse, il y a donc les lignes directrices. Oui, je crois que ça m'intéresse. Il y a les lignes directrices de l'ONU qui, donc sur les protections de remplacement. Les protections de remplacement dans le langage onusien, c'est les enfants placés, hein, pour parler vulgairement. L'ONU a décrété des lignes directrices que vous pouvez retrouver sur Internet et qui sont là pour donner un cadre avec des indications pour la protection la plus respectueuse des droits des enfants. Voilà. Alors, bonsoir à tous. J'ai une question pour M. Haïm. Monsieur Haïm, avant tout, je vous remercie beaucoup pour votre intervention très intéressante. La question pour vous, c'est quels ouvrages ou des articles vous pourriez nous conseiller concernant l'état psychologique des familles d'accueil? Des ouvrages sur l'état psychologique des familles d'accueil? Tout à fait. Ouh là là, alors je suis désolé, je vais manquer de ressources là comme ça sur ces questions spécifiques. Moi, c'est vrai que
j'aurais tendance à m'appuyer sur mes connaissances concernant l'attachement, concernant le traumatisme ou concernant voilà, l'aspect psychologique, psychothérapique et voilà, d'attachement et de traumatisme. Mais des ouvrages spécifiques sur ce sujet-là, la psychologie des familles d'accueil, là, comme ça, je sèche. Je n'ai pas d'ouvrage spécifique là-dessus. Je ne sais pas si mes co-intervenants ont des idées, mais vraiment, c'est extrêmement spécifique. Alors, peut-être que ça mériterait d'être écrit. Et je rejoins sur ce plan-là ce que disait Lies Loufoque. Après tout, c'est aussi l'objectif de la recherche, d'essayer de creuser des questions spécifiques. Et je crois qu'il y a une place pour la recherche psychologique. Il faut bien se rendre compte aussi qu'on a besoin de... le mot recherche en ce moment, c'est un mot qui déclenche des explosions à chaque fois qu'on en parle dans le contexte de l'épidémie, mais c'est pour dire que là, c'est un petit peu différent. Bien sûr, la recherche, quand on parle de recherche en psychologie, on ne va pas forcément parler d'emblée des recherches comme on entend parler, par exemple, sur le virus, les traitements, les vaccins, etc., des recherches avec des grands groupes, des études interventionnelles, des comparatifs, des placebos, etc. Là, on parle aussi de recherche sur le terrain, d'évaluer les choses en fonction de ce qui se passe déjà et de faire des études observationnelles. Et je pense que c'est à partir de ça qu'il faut tirer des connaissances. Je me permets cette petite digression parce que une des choses qui a été dite et que je trouve vraiment très intéressante, c'est cette difficulté qu'on a de fonctionner avec des dogmes. Moi, je l'ai vécu effectivement. J'ai travaillé pendant 10 ans en psychiatrie publique, donc j'ai eu à gérer aussi des cas très compliqués. Et effectivement, parfois, on avait des cas de parents avec des pathologies mentales, puisque je suis psychiatre, c'est mon boulot, des maladies mentales très importantes, en grande difficulté, qui faisaient un enfant qui était placé, un autre enfant qui était placé, un autre enfant qui était placé. Et puis quand une autre grossesse arrivait encore, où on savait très bien comment ça allait se finir, parfois dans les réunions, il y avait toujours quelqu'un on se réunissait de façon multi-institutionnelle pour voir comment on allait gérer les situations. Nous, du côté psychiatrique, il y avait la protection de l'enfance, il y avait plein d'intervenants. Et c'est vrai qu'il y avait toujours quelqu'un pour dire « mais non, il faut laisser cet enfant au contact de la mère ». Et là, alors, moi, je passais pour jeune et naïf, c'était un peu au début de ma carrière, je disais, mais enfin, mais d'où ça sort cette affaire-là? Je veux dire, si on sait de façon répétée, éprouvée, que les contacts avec ce parent ont été entièrement nuisibles pour les enfants et qu'à chaque fois, ça s'est systématiquement fini par des placements, des éloignements, des maltraitances, etc., pourquoi là, on va remettre un danger? Les mêmes causes finiront par produire les mêmes effets, on perd du temps et le temps, c'est très précieux pour un enfant en plein développement. Donc, et d'où ça sortait. Et quand je demandais, alors pour le coup, ça c'était plutôt la chance d'être jeune et naïf, quand je demandais en toute naïveté, mais pourquoi? Eh bien effectivement, c'était des questions de principe, des questions dogmatiques. Un enfant, ça doit, un enfant, ça se développe ainsi. Enfin, je crois que justement, le monde évolue. Vous savez, il y a toujours eu des gens pour penser qu'un enfant ne pouvait pas s'adapter à des conditions différentes de ce qu'on imagine pour lui. À une époque où les divorces ont beaucoup augmenté et où il y a eu des parentalités recomposées, des familles recomposées, il y a un certain nombre de psys qui ont dit « mais c'est terrible, les enfants vont se perdre, c'est une catastrophe, perte des repères familiaux, etc. etc. » Et puis finalement, les enfants, ils s'en sortent dans les familles recomposées, des fois mieux que les parents pour repérer qui est le fils de qui et le frère de qui. Quand il y a eu des parents de même sexe qui se sont mis à élever des enfants, on est oh là 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 là, les repères des enfants, etc. etc. Et avec le recul qu'on commence à avoir quand même aujourd'hui, on a pu voir sur le terrain et dans les pays qui ont eu de l'avance sur ce sujet avant nous, que non, les enfants élevés par des couples de même sexe ne sont pas en plus mauvaise santé, notamment mentale, que les autres et peuvent faire face aux mêmes problèmes ou à la même absence de problème que les autres. Donc, c'est très important que l'on sorte des dogmes. La démarche de la recherche, la démarche scientifique, que vous en ayez entendu parler sur les études très particulières qu'on fait sur les médicaments ou sur les études de terrain ou même la recherche en sciences humaines, c'est quand même d'aller confronter les dogmes qu'on a à la réalité et il faut sortir des dogmes. Donc, je suis navré de ne pas avoir de référence en tête pour ce que vous dites d'aussi spécifique, mais je crois que si un tel genre de livre devait s'écrire, s'il y avait des références à avoir, ce serait très intéressant que ce soit par des gens de terrain et que ces gens de terrain prennent le temps et qu'ils aient les moyens de le faire, d'avoir aussi des temps de prise de recul, des temps pour analyser les informations dont ils disposent et les données dont ils disposent et qu'on puisse en tirer des choses qui viennent du terrain et non pas d'idées préconçues qu'on a sur l'enfance et qui viennent de vieux grimoires psychologiques d'il y a un siècle. Voilà. Juste pour information, puisque vous parlez des assistants familiaux, je sais que l'université de Aix-Marseille va sortir ou vient de le sortir. Je n'ai pas regardé si c'était sorti. Moi, j'ai reçu une synthèse, mais à titre confidentiel, un rapport de recherche justement sur
assistants familiaux, enfants confiés et confinement. Donc, à mon avis, regardez sur Aix-Marseille, ça pourrait répondre à certaines de vos questions. Alors, on a une autre question qui s'adresse à vous trois. Comment bien former les familles d'accueil au handicap et aux différentes problématiques d'un enfant en souffrance? Il n'y a pas que les familles d'accueil qu'il faudra former là. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse former le professionnel qui intervient auprès de cet enfant au plus près de l'enfant. On ne peut pas former les professionnels à tous les handicaps. Il y a des handicaps moteurs, il y a des handicaps psychiques. Dans le handicap psychique, il y a de l'autisme, il y a d'autres types de handicaps. Pour moi, c'est de la formation continue et il faut qu'on arrive à adapter à chaque fois qu'il y a un enfant en situation de handicap. Mais former au tout début, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Chaque enfant est différent et c'est plutôt aider dès qu'on a un enfant avec une difficulté. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense M. Haïm, mais c'est du cousu humain là pour moi. Il y a tellement de situations de handicap différentes qu'il faut qu'on puisse répondre quand l'intervenant, l'éducateur, les assistantes familiales a besoin. Il y a sûrement des principes communs, mais effectivement, une formation de ce genre ne peut pas être que théorique, ça c'est sûr. Et donc, il y a ces trois éléments, quoi. Il y a vraiment la partie de formation théorique, parce qu'il y a des choses à savoir. Et des fois, on peut être surpris quand on a affaire… Alors, hélas, quand c'est dans le soin, c'est dans l'après-coup, hein, quand il y a déjà un problème. Mais on est surpris des fois d'un manque d'informations très basiques sur des sujets comme le handicap ou sur d'autres, ou même sur la communication ou d'autres. Il y a la partie pratique de la formation qui ne doit pas être négligée. On ne peut pas, là-dessus, je suis vraiment d'accord, hein, on ne pourra pas faire une formation avec des PowerPoint dans une salle feutrée quand on pourra se retrouver dans des salles. Je veux dire, mais on ne peut pas faire ça. Et c'est effectivement, il faut aller sur le terrain. Et puis le cousu humain, la possibilité d'intervention, c'est plutôt de la post-formation. Il ne s'agit pas non plus de former quelqu'un et après de le laisser dans la nature ou de le laisser dans son boulot et qu'il n'ait plus personne vers qui se retourner. Je pense que ça doit faire partie intégrante de la formation. Vous voyez, moi, je forme des gens, par exemple, alors des fois, je forme le grand public, hein, par exemple, quand je vais former au harcèlement scolaire ou des choses comme ça, mais je forme aussi des professionnels à la psychothérapie. Je forme des psychologues, des psychiatres, des médecins, enfin des soignants, ou des éducateurs, etc. Quand on forme les gens à la psychothérapie, dans l'après-coup, on essaye toujours d'avoir des retours, on essaie toujours de se revoir, de refaire des supervisions, d'avoir des moments d'échange, d'avoir des lieux, des endroits, qu'ils soient réels ou virtuels, où on peut continuer. Donc ce cousu humain, c'est l'intervention après. Si on fait une formation sur ce genre de service, je pense qu'il faut, pour s'adapter à la situation spécifique, il faut beaucoup de services après-vente, si on veut. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose après la formation, que ce soit continu et qu'il y ait un suivi par rapport aux gens qui soient formés, que les gens qui forment ne viennent pas juste raconter quelque chose et partir, quoi. Voilà, donc je vous rejoins vraiment là-dessus. Moi, je rejoins complètement ce que disent mes deux collègues. Je pense quand même que structurellement, il y a une évolution possible et auquel on pense très peu. Il faut quand même savoir que les familles d'accueil aujourd'hui, elles disparaissent. Elles disparaissent parce qu'elles sont sur des tranches d'âge qui sont assez poussées, que pour la plupart, dans les 5 à 10 prochaines années max, elles seront parties à la retraite et que c'est un métier qui souffre d'une attractivité, qui souffre d'un manque d'attractivité cruel. Hein. Après, ça s'explique pour plein de raisons. Le code du travail qui est extrêmement dérogatoire vis-à-vis de leur profession, etc. Mais il faut quand même se dire que quand on leur donne un agrément, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des départements qui sont de moins en moins regardants avec la formation que peuvent recevoir les familles d'accueil parce qu'il y a une telle carence dans le dispositif qu'on prend telle qu'elle se présente à nous et on ne les forme pas nécessairement. Et d'ailleurs, c'est celles qui en souffrent le plus. Elles ont un diplôme d'État, par exemple, qui est le diplôme d'État d'assistants familiaux, diplôme d'État, et c'est complètement aberrant, qui n'est même pas exigé pour obtenir l'agrément. Donc en France, c'est fabuleux parce qu'on crée des diplômes, mais on ne demande pas à ce que les personnes qui s'apprêtent à exercer le métier l'aient réellement. Donc ça ne sert pas à grand-chose, mais ils sont là. Voilà. Donc déjà, si on commençait par rendre l'obtention du diplôme d'État d'assistants familiaux obligatoire pour prétendre après à un agrément des départements pour travailler à l'aide sociale à l'enfance, ça me paraît être un pour s'assurer que les personnes qui sont en contact des enfants soient un minimum formées. Et puis après, il faudra revoir les référentiels de formation initiale qui, pour moi, sont bien incomplets. Moi, je suis éducateur spécialisé, par exemple. Donc j'ai fait 3 années de formation
Et c'est vrai que durant ces 3 années de formation, j'ai été davantage convaincu qu'il nous fallait impérativement commencer vraiment à avoir des spécialisations réelles, c'est-à-dire 2 années de tronc commun, 1 année de spécialisation pour être amené ensuite soit à travailler avec des enfants placés, soit à se spécialiser dans le champ du handicap, soit à se spécialiser dans le champ de l'insertion, un peu les 3 gros pôles du travail social. Et rien ne n'empêcherait, par exemple, si dans un établissement qui accueille des enfants handicapés, eh bien de recruter par établissement et que ce soit normé et fixé dans la loi un éducateur spécialisé dans le champ du handicap. Voilà. Donc si on commence structurellement par revoir l'ingénierie des diplômes, les référentiels de formation continue, en finançant aussi de formation initiale, et en finançant correctement continue, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, je travaille dans une association pour laquelle je n'ai encore jamais eu et je n'ai jamais pu bénéficier de formation. Et c'est vrai qu'on fait des métiers où on a besoin, comme pour les avocats, qui, eux, ont une obligation de formation pour continuer d'exercer. Et ça, c'est voilà, tous les ans, ils doivent se former. Et bien pour nous, je pense que si on arrive à ça et à avoir la même chose, ce sera déjà beaucoup mieux que ce que l'on peut avoir sur le terrain aujourd'hui. Mais la question de la formation, elle est indissociable de la question du statut et des conditions de travail. Et j'extrapole peut-être par rapport à mon… Forcément, on parle de ce qu'on connaît, hein, mais il est appréciable quand même, malgré toutes les critiques qu'on peut y faire, par exemple, que les études de médecine que j'ai faites soient aussi faites un peu par compagnonnage. Enfin, je veux dire, c'est très important cette pratique de terrain, ces moments de stage, ces moments où on est au contact de gens plus expérimentés que nous. Il faut beaucoup de place à la pratique. Vraiment, je pense que c'est vraiment pas des connaissances théoriques, parce que sinon, on arrive à des choses qui sont que on apprend des tas de trucs en théorie, on se retrouve confronté et on se sent comme un con, devant un enfant qui souffre, ou pour nous médecins, devant un patient qui souffre. Et c'est vrai que c'est une des qualités, en tout cas, moi j'ai trouvé des études médicales, très tôt dans les études, on est en stage, alors qu'on ne sait même pas tout, on est très très loin de tout savoir, mais on est là, on est étudiant et on voit des patients. Alors des fois, les patients, ça leur fait bizarre, je le sais, et en même temps, moi c'est comme ça que j'ai appris. C'est en étant vraiment sur le terrain le plus vite possible, même sans tout avoir compris de la théorie. Et je pense je ne connais pas aussi bien sûr que l'IS le parcours de ces personnes-là, mais je pense que il faut vraiment le réfléchir en termes de compagnonnage et de terrain, toujours plus proche du terrain, toujours plus loin des dogmes. C'est comme ça à mon avis, c'est comme ça que ça peut marcher. Alors, merci beaucoup. Madame Goulet, je vous remercie encore une fois pour votre intervention et aussi pour la lutte que vous menez pour cette cause. On a une question pour vous. Alors, Madame Goulet, si les lois, l'administration et la République ne protègent pas les enfants, comment pourrions-nous les protéger? Alors, les lois sont censées protéger ces enfants. Il y a beaucoup de choses dans nos lois qui sont protectrices pour nos enfants, même si effectivement, j'entends la partie seuil d'âge et je partage qu'il faut mettre un seuil d'âge pour le non-consentement aux actes sexuels. Mais après, le problème, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, la grosse difficulté, et Elias l'a rappelé, c'est la libre autonomie des collectivités. Et dans cette libre autonomie, ils n'ont aucune sanction s'ils ne respectent pas la loi. Donc aujourd'hui, on a tout. Il y a quelques ajustements à faire, mais il y a énormément de choses dans la loi qu'il faut faire. Et c'est la pression aussi politique, je pense, qu'on doit mettre. Il y a des élections à venir sur les départements l'année prochaine. Quasiment à chaque fois dans ces élections-là, la protection de l'enfance n'est pas un sujet. Ça ne fait pas partie des programmes de campagne des départements. Moi, j'invite à ce que la population, un petit peu, et c'est là où je disais qu'on avait besoin de vous, on sait que vous êtes capable de déplacer des montagnes avec votre jeunesse, et on a besoin, à mon avis, que ce soit la pression publique qui appuie sur les départements pour qu'enfin ils respectent la loi. Et c'est pour ça que je trouve très bien tous les reportages qui sont faits depuis 3 ans, les reportages, que ce soit sur les familles d'accueil, que ce soit sur les départements, sur l'enfance, même les fictions qui parlent de ces sujets-là. Et pour moi, aujourd'hui, étant donné que tout est dans la loi, on ne gagnera ce combat-là que par la pression publique qu'on peut mettre, comme ça s'est passé pour MeToo avec les femmes, avec la libération de la parole des femmes. Et c'est là où, avec l'IS, des fois, on se prend un petit peu parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais
le rôle de liesse de plaidoyer qu'il fait à l'extrême et qu'il fait ça très bien, hein, d'ailleurs, est très important parce que c'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Donc vraiment, c'est la pression populaire aujourd'hui, pour moi, qui permettra qu'enfin on prenne l'enfant à sa juste valeur. Petit exemple pour démontrer mes propos. Ces 15 derniers jours, on a eu 2 projets de loi en lien avec l'enfance à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui était sur l'adoption et le projet de loi de la réforme du code pénal des mineurs, donc de l'ordonnance de 45. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées, que ce soit dans les médias, que ce soit les députés. Et en fait, si vous parlez d'un sujet avec des personnes âgées en EHPAD, là, vous avez énormément de personnes qui y sont intéressées. Dès que vous parlez de l'enfance dans notre pays, eh ben, on n'est pas intéressé. Donc, on compte sur vous parce que vous êtes encore, c'est pas péjoratif, hein, vous êtes encore des enfants quelque part, vous êtes jeunes, et on compte sur vous parce que on a vraiment, pour moi, une génération à bousculer pour que l'avenir se fasse sans les violences éducatives ordinaires. On a voté une loi l'année dernière, mais il faut que tout le monde apprenne qu'on n'a plus le droit de frapper son enfant, de lui mettre une claque, de lui mettre une gifle, qu'on sait que c'est dévastateur pour les enfants. Et ça, il n'y a que les nouvelles pratiques et donc les jeunes qui vont pouvoir nous aider. Donc aidez-nous, aidez-vous aussi à mettre cette pression publique parce que je ne vois que ça puisque tout est dans la loi. Merci beaucoup, Madame Gaulet, pardon. Alors, les dernières questions. Madame la députée et Monsieur Loufoque ont évoqué la nécessité d'accompagner psychologiquement les enfants placés. Monsieur M, quel impact concret peut avoir un travail de psychiatrie sur la construction d'un enfant et d'un jeune adulte? Ah là 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 là, c'est difficile de répondre. Le monde de la psychiatrie et le monde de la psychologie concernant l'enfance, on pourrait en faire des... On ne voit pas bien avec la lumière. On pourrait en faire des critiques aussi. Je pense que, vous savez, une partie des dogmes que je dénonçais tout à l'heure, une partie des dogmes qui me posent problème sont venus aussi de dogmes psychologiques et psychiatriques qui ont eu lieu pendant très longtemps. Et je ne suis pas forcément, j'ai beau être psy, hein, je ne suis pas particulièrement fier de tout dans le parcours de cette discipline et dans tout ce que font ou ont pu faire les collègues. Donc je pense que c'est pareil, je pense qu'il y a un renouvellement là aussi de génération, je pense qu'il y a des jeunes psychiatres et des jeunes psychologues qui essaient de renouveler les choses. Je sais qu'un parcours psychiatrique, ce n'est pas toujours quelque chose qui laisse des traces uniquement positives chez un enfant. Mais je crois que ça vient aussi, alors d'une part, bien sûr, je peux appuyer sur le côté politique, puisqu'on a toujours un peu raison dans les domaines des services publics de dire que quand même la psychiatrie est un monde important qui manque de moyens, qui manque grandement et cruellement de moyens. Vous entrez dans un hôpital psychiatrique, vous n'avez pas forcément l'impression d'être dans un hôpital comme un autre. Et voilà, donc bien entendu, qu'il y a un aspect politique, il y a un aspect de manque de moyens, il y a un aspect de manque de pédopsychiatres, c'est une des spécialités où il y a le moins de spécialistes, il y en a beaucoup qui partent à la retraite. J'ai lu les chiffres il n'y a pas longtemps, je ne les ai pas en tête, mais c'est une catastrophe. Il reste un nombre de pédopsychiatres en France qui est ridiculement bas. Ils sont débordés, ils ont beaucoup de boulot. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un effort qui est fait dans le monde de la pédopsychiatrie. Je vais quand même être positif là-dessus. Il y a un effort qui est fait dans le monde de la pédopsychiatrie pour sortir petit à petit de certains dogmes anciens, de certaines choses qui ont été faites et qui n'étaient pas franchement très heureuses. Et je pense qu'il y a un renouvellement de génération et qu'il y a des gens motivés. Mais ça manque de moyens, ça manque de capacité, ça manque de personnes. Voilà, donc l'impact, il peut être variable. Voilà. Si vous tombez au bon endroit, au bon moment, dans un service où les choses se passent d'une manière, voilà, ça a sauvé la vie, hein, vraiment, de certaines personnes. Je pense aussi qu'il y a des expériences négatives qui sont dues à tout ça, à la persistance de certains dogmes, au manque de moyens, de la psychiatrie en général et de la pédopsychiatrie en particulier. Donc, ce n'est pas une réponse univoque, c'est une réponse un peu mélangée. Et de la même manière que le monde de la protection de l'enfant, j'espère que ça va continuer à évoluer et que les moyens aussi seront présents pour ça. Voilà. Et je pense qu'il est important, enfin je pense que vous n'allez pas me dire le contraire, aujourd'hui les enfants ont du mal à avoir accès, parce que tous ne relèvent pas de la pédopsychiatrie, certains ont juste besoin d'un psychologue. Exactement. Aujourd'hui, les psychologues, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc les enfants, on les met sur liste d'attente pour qu'ils aillent dans les structures publiques, et du coup, c'est très compliqué, tous les enfants n'ont pas ce suivi psychologique, et pourtant,
certains enfants avec de faibles troubles, s'ils étaient pris en charge rapidement par un psychologue, ça pourrait aider. Et quant à la filière pédopsychiatrique, on l'a délaissée pendant des années. Je sais qu'Agnès Buzyn a essayé de relancer la filière, mais malheureusement, ça ne sera efficace que dans une dizaine d'années. Et c'est vraiment, vraiment, et je partage complètement ce que vient de dire M. Haïm, on a délaissé complètement la psychiatrie dans notre pays et c'est dramatique qui plus dans la situation actuelle. Mais alors, si je peux dire, j'ajouterais aussi un aspect politique. Je pense que les politiques publiques de santé ont désinvesti de façon générale, la sécurité sociale a désinvesti aussi de façon générale la psychothérapie. Enfin, je veux dire, très clairement, il y a un espèce de désinvestissement de la psychothérapie en termes de remboursement des psychologues dont certains sont éminemment capables de mener des thérapies, dans la difficulté en plus qu'on a du manque de psychiatres, un manque cruel de psychiatres, même de psychiatres libéraux, qui fait qu'il y en a moins, qui sont obligés de faire des consultations plus courtes, et puis quand on fait des consultations plus courtes, dans lesquelles on a moins le temps de parler avec les gens, on finit par prescrire plus de médicaments, ce qui est une bonne chose quand c'est nécessaire, mais ce qui n'est pas une bonne chose quand c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un travail de fond. Donc je pense que les politiques publiques doivent aussi se recentrer là-dessus et réinvestir le champ de la thérapie, parce que sinon le champ de la thérapie il sera bien investi par quelqu'un, et parce que de la thérapie, je crois, enfin sinon je ne ferais pas ce métier-là, je crois qu'on a besoin, la thérapie c'est un besoin pour beaucoup de gens, et si ce n'est pas les politiques publiques qui investissent la thérapie et le remboursement de la thérapie, ce sont évidemment des compagnies privées qui vont investir la psychothérapie, dans lesquelles on cherchera, et c'est logique puisque ce sont des compagnies privées, la rentabilité. Et je pense que si on parle de gens qui s'occupent de protéger les enfants et qu'on leur met en face la notion de rentabilité, ils vont avoir les cheveux qui se hérissent sur la tête, et ce serait normal. Donc, il faut évidemment réinvestir le champ de la psychothérapie, et même les psychologues. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des possibilités, alors je vais un peu loin dans ma supposition, mais il faut aussi les former, parce qu'on peut connaître la psychologie, mais je crois qu'il faut connaître les spécificités de la protection de l'enfance, travailler en partenariat avec les structures, avec les éducateurs qui s'occupent de ça, pour savoir quelles sont les spécificités, quelles sont les mesures qui sont prises. Il ne faut pas juste connaître la psychologie, je caricaturerais, mais je dirais que si on connaît la psychologie, mais qu'on voit débarquer quelqu'un et qu'on dit quoi, une AEMO, c'est quoi ça, une AEMO? Enfin, j'exagère, mais vous voyez l'idée, si on n'est pas au courant de ce qui se passe des structures, etc. Voilà, donc c'est important que les psychologues aussi soient formés dans chaque… voilà, il y a des avocats qui connaissent mieux certains domaines que d'autres, mais il y a des psychologues qui pourraient connaître mieux certains domaines que d'autres. Et oui, je suis d'accord, prenez un rendez-vous en pédopsychiatrie si vous avez 18 mois d'attente. Et qu'est-ce qui peut se passer en 18 mois dans la vie d'un enfant placé? Enfin, je veux dire, c'est aberrant. Et si on doit aller voir un psychologue, mais que ça coûte cher, c'est pas possible de le payer, etc. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on réinvestisse ça complètement. Et je partage tout à fait ce que vous venez de dire, et je rajouterai quand même, parce que là, le remboursement des séances chez un psychologue, c'est une revendication de longue date que font les associations de victimes de violences sexuelles, parce que certaines d'entre elles peuvent se voir rembourser ces séances-là à condition qu'elles déposent plainte par rapport aux violences qu'elles ont subies. Donc c'est un parcours très complexe, et c'est vraiment, ça concerne une infime minorité. Surtout de dire que les remboursements les remboursements des thérapies et de séances de psychologues ne doivent pas concerner que les enfants. Moi, par exemple, quand j'étais petit, on m'a mis sous Valium, Tertian, Risperdal, alors que je n'étais pas du tout diagnostiqué quoi que ce soit, simplement parce que j'étais trop turbulent et qu'il n'y avait pas assez de place nulle part, et qu'on n'a jamais enclenché un réel travail de réparation du trauma. Ce qui a fait que pendant longtemps, j'ai été très réticent à aller voir des psychologues. J'en ai même voulu longtemps aux psychologues et aux psychiatres de m'avoir mis sous cachet pour plus masquer le symptôme que régler le problème. Et du coup, à l'âge adulte, il y a beaucoup de mes camarades, et moi le premier, qui à un moment donné ont eu des manques de moyens financiers pour pouvoir réparer tout ça. Et je pense qu'il faut élargir le remboursement des séances de thérapie aussi aux personnes adultes qui ont été victimes dans l'enfance, parce que c'est dans ces moments-là qu'on est les plus vulnérables. Et quand c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on se construit bancalement, ça a aussi des répercussions à l'âge adulte. Et des répercussions qui peuvent être extrêmement graves, par exemple l'incapacité de trouver un travail, l'incapacité d'être stable à un emploi, etc. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont nombreuses, mais voilà, n'oublions pas non plus que les victimes enfants deviennent adultes, et que même adultes, elles ont besoin d'être réparées. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà assez tard. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce soir et de nous avoir appris autant de choses. C'est un sujet qui est absolument passionnant, et on est très heureux d'avoir pu vous accueillir pour en parler. Pour reprendre vos propos, Madame la députée, c'est vrai qu'on
on a encore des enfants et on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'en parler. Et on est déjà très fiers de pouvoir en parler ce soir, de recevoir autant de monde intéressé sur le sujet. Donc, en tout cas, merci encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Pour information, si vous voulez continuer un petit peu cette réflexion, c'est un projet un peu différent, mais on est en train de sortir une série de podcasts sur les mineurs isolés étrangers en France, que ce soit leur prise en charge judiciaire, la protection dont ils bénéficient et également leur situation quand ils ne sont pas pris en charge. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le compte général de Sorbonne ONU. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là, à part si vous voulez dire quelque chose, madame, messieurs. Merci beaucoup et on compte sur vous. Merci. Et si vous voulez soutenir les enfants placés, il y a une association qui existe. Si vous voulez devenir bénévole, on a besoin de petites mains pour remplir des dossiers administratifs pour les enfants. On a besoin de personnes sur la communication. On a besoin de personnes sur l'animation de réseau de bénévoles. Enfin, on a besoin de plein de gens. C'est Repairs, REPAIRS. Voilà. Eh ben, ne lâchez rien. Voilà. Ce que j'ai à vous dire, c'est ne lâchez rien. Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que je vais recréer une nouvelle réunion pour qu'on débriefe. Et comme ça, en tout cas, bonne soirée à tous. Merci encore de nous avoir écoutés. Au revoir.